Demandez OK. Les coachs lèvent la main, on va faire un sondage, comme ça vous pouvez voir, si vous n'avez pas de mémoire. Il n'y a plus de coachs que ça. OK. Alors, les managers lèvent la main. OK. Et les autres lèvent la main. Merci. Alors, vous allez tout de suite être déçus. Tous ceux qui disent je suis ici pour. Enfin, je suis dans une équipe et mon but c'est de propager l'agile dans mon équipe. D'autres présentations seront moins discutées, même si vous allez apprendre plein de trucs ici. Je vais m'intéresser, mais je vais vous dire c'est quoi mon intention. Alors, voilà, déjà je vais remettre un truc qui marche bien. Tac, tac. Alors, je vais faire à la main. Ok. En gros, le plan, je vais donner un plan, sinon les gens sont paumés. Donc, intention, problème, solution, illustration. Ça va, c'est clair? Alors ça va être, vous allez voir, j'ai essayé de faire un thème à pyramide. Bon, je ne dis pas que ça marche. Bon, ça ne marche plus. Voilà. Alors, se transformer l'agile, ça veut dire quoi? L'idée, c'est de mieux collaborer ensemble, travailler ensemble. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, tous les slides sont déjà en ligne. Luc.tel, je crois que c'était écrit au début, / agile together. Okay, donc, vous pouvez chuter comme vous voulez. Donc, le but, c'est de faire mieux, plus intelligemment, des choses différentes. C'est-à-dire apprendre ensemble. Et non pas juste produire plus vite de la même chose. Parce que quelqu'un reconnaît ça et... Enfin, il y a un grand classique là, qui... Bastavich. Plus de la même chose ou faire autrement. On va le retrouver. Et souvent, on confond. Et même ça reste encore un challenge pour la plupart des gens. Okay, la plupart des gens, ils achètent de l'agile pour aller faire de l'informatique plus vite. Bon, ok. Maintenant, quand on oublie l'informatique et on va sortir et on se met au niveau de l'organisation, ça va être encore pire parce qu'il faut transformer individuellement et collectivement des groupes. Ce n'est pas des choix personnels. Vous n'allez pas avoir votre coach ou votre psy. C'est quelqu'un d'autre qui vous dit, boum, injonction. Ce n'est pas juste un ajout de compétences, ou des techniques, ou d'outils. Ce n'est pas de l'avoir. Il ne s'agit pas de faire des chèques. Donc, sur la dimension de l'aide. Je ne suis pas en train de faire de la philosophie, mais vous allez voir en quoi ça joue. Parce que les boîtes sont très très fortes pour faire de l'avoir et faire des chèques. Dès qu'on touche au personnel à l'aide, c'est un gros. Ok ? Mon constat, ça n'engage que moi, c'est le déploiement, ce que j'appelle industriel, qui par ailleurs ne marche pas, je précise ce que j'appelle industriel, ça ne touche pas la couche managériale au-delà du chef d'équipe. Qui sont les chefs d'équipe ici? Vous levez la main. Chefs d'équipe, c'est-à-dire ceux qui ont une équipe sous eux, hein, pas ceux qui gèrent des gens qui gèrent des équipes. Vous voyez? Ok? Donc, le déploiement industriel, c'est-à-dire Scrum, coach et formation, je déploie tout ça et vous m'en mettrez 5 palettes s'il vous plaît. Parce que je suis une entreprise du CAC 40 et on est là pour... Ils veulent industrialiser l'agile. Alors déjà, bon, ok, regarde, on en fera encore une fois, mais bon, on a un problème. Donc qu'est-ce qui se passe? La couche managériale ne va pas être touchée et ils vont continuer à... Alors ce qui est pire, c'est ceux qui nous parient quand j'ai fait cette vanne. Okay, ça, on va voir, vous n'avez pas encore vu le truc. Donc, ils vont continuer de faire la pyramide de contrôle soviétique. Ici, je ne suis pas en train de faire de l'entreprise libérée et je ne vise pas non plus les startups et les boîtes de 10 personnes. Je n'ai pas dit que tout ce que je dis n'aurait pas applicable. Je dis que généralement, ce n'est pas eux qui voient un problème. Le problème, c'est quand on commence à avoir plus que 3 et plus couches d'intermédiaires. En gros, comme expedir, middle management et chef d'équipe. Une boîte de 10 personnes, généralement, indépendamment de sa structure, elle arrive encore à fonctionner au niveau de la personne. Okay, je n'ai pas dit que tout ça n'est pas applicable. Ça s'applique en général à la notion de transformation, a fortiori les transformations digitales. Okay, parce que c'est la deuxième grande mode en ce moment. Alors, si déjà j'arrive à vous faire comprendre le problème que moi j'ai compris, je pense que j'aurais rempli mon objectif et juste pour répéter, je m'arrêtais là. Ensuite, parce que si on ne comprend pas ça, c'est le tonneau des Danaïdes, désolé, c'est le seul. Alors, le tonneau des Danaïdes, c'est un type, il était condamné toute sa vie à remplir le tonneau, mais il y avait des trous dedans. Vous voyez le problème? Et
quand vous ne comprenez pas le problème, vous allez faire ce que vous connaissez, c'est-à-dire de l'agile, et vous tapez les murs, ça ne va jamais le faire. Donc, quand j'ai testé ça sur des managers, ils m'ont dit « Ah, waouh, maintenant moi je me sens mieux parce que je comprends c'est quoi le problème. » Et un copain il m'a dit « En fait, ton truc, ça permet de mettre des mots. J'ai fait un modèle, c'est un des gars qui m'a aidé à faire ça. Ça, c'est le résultat d'une expérimentation de 2 ans dans une administration et hors IT. Juste comme ça, c'était parce que c'était trop facile dans l'IT. Alors, si ensuite j'arrive à vous essayer de montrer comment on pourrait designer une solution, ça serait un peu mieux. Et puis, tout à fait par hasard, mais je ne pense pas qu'on aura le temps et je pourrais passer des plombs là-dessus. J'ai fait ça pendant 2 ans où j'ai agilifié une entreprise, enfin une administration du sol au plafond. Et j'ai même un DG bienveillant. Et j'ai même eu un gars qui m'a prêté sa division pour que je joue avec. Ok. On a fait des séminaires dans une centaine de managers. C'est assez rigolo et assez rare, donc ça mérite. Bon, voilà. Quel est le problème? Comment on va procéder? On va essayer de modéliser le management, voir ce qui en sort, modéliser le déploiement agile, on va mettre ça un sur l'autre, et puis on va avoir un problème. Je n'ai pas de problème, vous ne serez pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut me donner des exemples de comment on mesure le management? Mesure avec des chiffres ou comment on évalue? Ok, alors voilà le problème. Donc il va falloir qu'on se dote d'une échelle, c'est-à-dire de quelque chose. Si vous ne savez pas différencier le blanc du noir, ou avec des gammes de couleurs, vous ne pouvez pas savoir votre droite, votre gauche. Il faut donc, pour être capable d'évaluer, il faut être capable de différencier. Là, j'enfonce des portes ouvertes, et je vais en enfoncer un certain nombre comme ça tout le long. Ceci est une grosse somme de croyances évidentes que j'aurais mises au fur et à mesure. Le problème, c'est qu'elles vont s'opposer. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est essayer de rendre lisible et amener de la clarté sur qu'est-ce que c'est un bon management. Qui a entendu parler de la pyramide de Diels? Super, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on gagne la compétence Diels sur tous les autres. J'ai bien fait de faire les slides suivants. Alors, ensuite, j'étais que sur le plan. Hein. On va regarder la solution si on a le temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche, quel niveau atteindre, comment le faire, quel est l'environnement nécessaire pour que ça puisse marcher, et on va se donner des repères, parce que agilifier, c'est trop facile. Si on ne donne pas 2 ou 3 niveaux de progression, pas parce qu'il faut être progressif, alors on essaie de tout faire tout de suite, et on s'explose. Ok? Donc moi, ça allait déjà beaucoup mieux quand j'ai vu qu'il y avait des espèces de paliers, et qu'on ne pouvait pas tout faire dans le même ordre. Et puis éventuellement, comme je vous disais, le résultat du bonhomme, là, on a fait 2 ans de dessin, c'est un petit schéma, il est disponible aussi sur le net, tout ça est une source. Les références sont à la fin. Ok. Donc, on va s'attaquer au problème en détail. Est-ce que vous voyez? C'est assez lisible, malgré l'anglais. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là? Que ceux qui n'ont jamais vécu ça lèvent la main. Je lis en ceux du fond. Je ne veux pas changer, je veux que vous changiez. Visiblement, c'est lui. Pas de main levée? J'ai pas dit que c'est l'unique problème. Donc on va essayer de modéliser un petit peu le management, mesurer et voir la fameuse échelle de Diels. Et pourquoi ou pyramide? Mais bon, voilà. Ok. Ah oui, on en est là. On est dans une pyramide qui parle. Je vais essayer de faire très progressif les sliders, mais je n'ai pas de zappel, alors ça mange beaucoup moins. Ok. On va faire un petit exemple. Une équipe de foot et après une équipe de management pour qu'on comprenne c'est quoi la pyramide de Diels. Voilà. Dans ce qui suit, qu'est-ce qui est utile? On va enlever tout ce qui n'est pas utile. Vous vous imaginez, vous êtes le coach de votre village ou de votre ville et vous devez monter une équipe de foot. 3e division ou des gosses, pas 3 ans, on va faire un truc réaliste. Hein. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit là-dedans que vous pensez qui n'est pas utile? Levez la main. Edith. Oui? S'entraîner à dribbler. J'entends? S'entraîner à dribbler. Non, c'est pas utile pour jouer au foot? Ok, pourquoi? Pour monter une équipe de foot. Hein. Très bien. Après, s'il y a besoin que les joueurs savent dribbler potentiellement, mais pas beaucoup la relation. Très bien. Quelqu'un d'autre a le même avis? Ok. Est-ce que pourquoi vous n'avez pas le même avis? Des compétences, finalement, dont on a besoin. Bravo. Alors, par contre, il avait parfaitement raison, pour monter l'équipe, on n'en a pas besoin. Mais dès qu'on veut faire un petit peu plus,
On va voir. Ok? Bon. Néanmoins, est-ce que tous ces trucs, ils sont un peu... Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'avoir un terrain de foot, s'entraîner à dribbler, apprendre les règles du jeu, reconnaître, et rester focusé ou reconnaître la spécialité de quelqu'un, est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce de différence? Est-ce que quelqu'un pourrait la qualifier? Parce qu'on sent tous intuitivement, c'est pas pareil, entre avoir un terrain de foot et savoir dribbler, mais en même temps, c'est quoi la différence? Vas-y. On a deux types de choses. D'un côté, il y a comment faire une équipe pour jouer. Ouais. Et après, comment faire pour s'améliorer et devenir meilleur que... Oui, alors, quand je disais monter l'équipe, c'est monter, jouer... on a besoin du terrain, on a besoin du terrain avec les règles du jeu et puis d'un certain nombre de gus. Puis après comment est-ce qu'on fait pour devenir meilleur? Donc, pour dribbler, connaître la spécialité, motiver les joueurs, connaître la... Tout à fait. Alors, tout ça, je suis d'accord. A priori, si je l'ai mis là, c'est tout ça dont on a besoin. Mais est-ce que c'est pareil? Il y a des choses qui sont dépendantes de la personne et d'autres qui sont dépendantes de quelqu'un d'autre qui fait faire. Par exemple? Il y a de la compétence et du matériel. Il y a de l'environnement et de la compétence. Ouais, peut-être que je peux bien. Il y a de l'environnement et de la compétence. Ouais. Il y a des choses qu'on fait en une fois et d'autres qui c'est continuel. Ouais. Il y a des savoir-faire et des savoir-être. Ouais. Super. Des compétences individuelles et d'autres relationnelles. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de trouver comme ça, mais j'ai mis là les trucs qu'on vient de voir. Là, vous voyez bien. Et je vous propose de mettre une petite couche. Ça, c'est la fameuse échelle de Diels. Par exemple, si je vous dis la notion d'environnement. Trouvez-moi un truc qui a un rapport à l'environnement là-dedans. Le terrain. Bravo. Donc là, tac. C'est la notion de contrainte. Ok? C'est je l'ai pas, enfin ça dépend pas de moi. Je peux essayer de tirer, etc. Mais ensuite, s'entraîner à dribbler. Vous metteriez ça dans quoi? Vous voyez tous au fond les colonnes là, propos? Capacité. Ouais. Et dribbler? Comportement. Ouais. Ensuite, apprendre les règles du jeu. Comportement. Ok. Mission. Alors, Contrainte aussi. gardez la tête au jeu. Restez focusé. Pardon? Ok. Motiver les joueurs à démontrer respect et fiabilité. Ok. Et reconnaître la spécialité où un joueur lit, toi tu es plutôt en arrière, toi tu es super bon goal, toi tu es machin, je le vois, tu es un super avant. Identité. Voilà ma proposition. Alors, autre chose, ça c'est intéressant à comprendre. Le jour où je l'ai vu en anglais, c'était mieux. Je suis architecte aussi. On parle de capability en anglais. C'est le mélange de ability, je sais faire, qu'on va traduire par compétence en français, et capacity. Savez-vous lever des poids? Oui. Combien? 100 grammes, 20 kilos, 3 tonnes. Combien? Ok? Donc, il y a savoir le faire et jusqu'où. Donc, en général, on va parler de ça. Alors, on était tous d'accord là-dessus. On n'était pas tout à fait d'accord là-dessus. Et là, je reconnais que vous avez raison. Parce que dribbler, c'est un comportement. S'entraîner, c'est quand on essaye de l'acquérir. Ok? Donc, c'est à cheval entre les deux. C'est une compétence qu'on essaie d'acquérir au début, s'entraîner. Ensuite, apprendre les règles du jeu. Alors, quand on apprend quelque chose au niveau de l'enseignement, enfin, ce qu'on a vécu à l'école, c'est une compétence, c'est la transmission cognitive du bidule, c'est là-dedans. Ok? Parce que, et certains, je ne sais plus, je vous ai entendu le dire, vous le mettiez ailleurs. Je ne sais plus, je crois que vous le mettiez là-dedans. Apprendre, effectivement, apprendre, c'est une action, si vous voulez. La règle du jeu, moi je la mettais dans la contrainte, mais c'est pas apprendre, c'est la règle du jeu. Ouais, d'accord. La contrainte ou l'environnement. Vous avez un grand besoin de liberté, vous. Peut-être. Non, je n'avais pas les contraintes, ça, je voulais dire. Moi, c'est pareil. Et donc, ensuite, garder la tête au jeu, il pourrait se mettre là et là. Parce que c'est à la fois une question de motivation, et c'est à la fois une question de capacité. Parce que c'est pas parce que je décide, je dois absolument rester focusé, mais en pratique, je n'arrête pas de penser à ma femme, à mon fils, à machin, parce que j'ai la tête ailleurs. Voilà. Donc après, où je suis trop nerveux, ça n'a rien à voir avec le fait que je bois 15 tasses de café par jour, bien sûr. Vous voyez ? Donc, il y a un certain nombre de choses donc il faut que j'ai aussi la capacité, donc il faut savoir le faire, et puis il faut être motivé, ou aussi avoir la permission. Hein. Celui qui était là dans la séance d'avant, de mon ami Alex, il disait en fait, les croyances c'est ce qui est permis à un endroit donné. Okay. Et puis bien sûr, donc motiver c'est une question de motivation,
Et reconnaître, c'est une question de l'identité. On va revenir sur en détail, on fait juste un petit exemple facile. Regardez bien les titres. Je vais maintenant passer sur un autre type, le management au quotidien. Vous allez voir, ça change tout. Je vous laisse lire. Vous avez vu la différence? Ok, donc certains disent qu'il n'y a plus de ballon. Qu'est-ce qu'il y a autre comme... Vous voyez quoi d'autre comme différence? Ça mal au cou. Hein? Il n'y en a pas? Un bureau, c'est un terrain. S'entraîner à taper au clavier, il fallait que j'en trouve une quand même, parce qu'aujourd'hui, généralement, on va faire mon âge dans le bidule, mais voilà. Ensuite, apprendre les process et les règles du jeu, garder la tête au boulot, motiver les collaborateurs si je suis un chef, et puis reconnaître la qualité, tu seras plutôt Web 2.0 et toi, Database Manager, mon fils. Voilà. Et on est à peu près sur les mêmes choses. Est-ce que vous voyez ça? Je n'ai pas changé les croix, c'est facile, j'ai fait compliqué. Ok? Donc, en fait, pourquoi je vous ai commencé par le cœur du foot? Parce que c'était à l'extérieur de vous. Mais quand vous changez les mots, vous voyez que c'est le même genre de choses. Il vous faut des trucs pour pouvoir faire quelque chose. Ça suppose que vous en ayez la capacité, parce qu'on fait rarement des choses, mais on fait des choses parce on veut quelque chose, donc on a une motivation, et on sait qu'on peut le faire sans se mettre en danger. Et généralement, la somme de toutes nos croyances, j'y reviendrai, c'est ce qu'on appelle notre identité. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes quoi? Il est chef de projet. C'est pas je fais la fonction de chef de projet, c'est je suis un chef de projet. Je suis un avant-centre. Je suis. Non, moi je suis un humain. Vous voyez ce que je veux dire? On fait tellement, je ne dis plus par hasard bien sûr, mais quand vous dites à quelqu'un qu'est-ce que vous faites, il vous répond je suis. Il a identifié sa mission dans son identité. C'est la somme de ses croyances. Quand quelqu'un prend 30 ans de truc et vous lui enlevez son job, boum, il perd son identité. Par exemple, on en reparle. Alors il va falloir se repérer, et ce qu'on vient de faire, c'est Diels qui a trouvé les niveaux logiques. Mais en fait, il venait lui-même. Alors là, donc Palo Alto dans les années 70, et ça fait partie des fondateurs de la PNL. Vous avez entendu parler de la PNL? Voilà. Et donc, Bateson, c'était un anthropologiste et un polymathe, c'est-à-dire il s'intéressait à tout, aussi bien à l'art vallinet que il étudiait les animaux, et puis les maths et la théorie des choses assez corsées. Et puis, on va s'en servir pour comprendre comment Diels, à partir des niveaux de Bateson, a construit sa fameuse logique de pyramide ou d'échelle. Et puis, on va voir, moi, au départ, tout ça, vous allez rigoler, mais quand j'ai fait ça, je l'ai réinventé. C'est-à-dire que j'ai commencé à regarder, le problème c'est que nous, on avait des outils qui conditionnaient nos pratiques, qui conditionnaient nos principes, c'était un peu devenu des croyances, et puis c'est devenu des besoins. Et puis un copain, un jour, il m'a dit, mais tu sais que tu es en train de réinventer la pyramide de Diels. Donc voilà, ça je vais vous montrer derrière. Parce que ça, c'est le genre de truc qu'on voit bien aujourd'hui, nos pratiques, nos outils en agile. Donc, voilà. Alors, bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train d'acquérir la compétence Diels. Vous voyez? Transmission, on peut dire. On est en train d'apprendre quelque chose qu'on va s'en servir après. Vous me dites si je parle trop vite, c'est OK? Alors, l'environnement, on l'a vu, c'est ce qui m'entoure. Ça va répondre à la question où, quand ou avec quoi. Par exemple, le terrain de foot, il est où? On y va quand? Avec quoi on joue? Enfin, à quoi on joue? Dans un terrain de foot. Le rôle du coach avec un grand C, il y a plusieurs couches de coach, c'est typiquement, on parle pas du coach, du gardien, du terrain de foot, on parle du gardien du terrain de foot. Et quand vous vous posez la question où ça va, c'est un guide. Donc le rôle que vous prenez, c'est quelqu'un qui sait comment y aller, qui est déjà allé, qui vous dit tu prends à droite, tu prends à gauche et tu seras là. Vous adoptez la posture de guide ou de gardien de l'environnement pour être sûr que vos équipes puissent travailler en paix. Dans cet environnement sécurisé du terrain de foot, on peut le faire là, c'est permis, c'est cool, c'est safe. Et ça correspond au niveau de Spine à la notion d'outil. Qu'est-ce que l'homme, à partir du moment où il a commencé à au-delà des extensions de ses mains avec un silex et un bout de bois, c'est là que ça a commencé. Je vais aller un peu plus vite sur le reste. Une action, c'est ce que je fais. À présent, personne n'est choqué. Donc, c'est la question quoi. Et ça, c'est ce qu'on appelle coach. Vous savez, le coach qui vous dit comment taper, ou comment taper au tennis, ou comment prendre des bases de baseball, etc. C'est le coach avec un petit C,
celui qui vous en montre comment faire, faire et refaire, non, ton coup droit il est pas bon, etc. etc. Ok, c'est refaire la même action et il vous donne du feedback. Ça suppose que lui il sache. Hein. Si vous avez un coach de golf qui vient du background tennis et qui a joué au golf, il ne va pas être super utile. C'est évident ce que je dis, mais on me dit. Alors, on va découvrir tout cela. Donc là, au niveau de la pratique. La capacité, donc, c'est ce dont je suis capable. C'est-à-dire ce que je sais, et ça va répondre à la question comment et combien. Comment je fais ça? Tu prends un marteau, tu prends une vis, peut-être pas un marteau des fois. Et puis, c'est la notion d'enseigner, c'est-à-dire passer une compétence. Parce que, en fait, l'autre version, c'est s'il n'y avait pas d'enseignant, ou oublions le côté scolaire, comment est-ce que l'humain il apprend avant qu'il y avait d'école? Exactement. Il regarde quelqu'un faire et il essaie d'imiter la même chose. C'est ce qu'on appelle le neurone neuron. Enfin, a priori, c'est ce qu'on a trouvé. Et donc, on va simplement regarder l'autre faire et on va apprendre. Et puis, il y a un moment, le mec, il peut te dire attends, non, mais tu vois, regarde avec ton cou, tu tapes à côté, essaye comme ci, essaye comme ça. Donc là, il change de posture, c'est pour vous qui apprenez, c'est lui qui essaie de vous passer de l'info. Ok? Et donc, on change de posture, et là, il va être capable de dire non, non, on ne fait pas comme ci, on fait comme ça, on prend. En Europe, on conduit toujours à droite. C'est un principe. Ça ne veut pas dire que c'est une règle absolue, c'est une convention globale et partagée. Et je vous invite, la première fois que je suis allé à Londres, j'ai réalisé que ce principe était un problème de comportement. Parce que la première fois que j'ai traversé, je n'ai pas vu mes croyances, j'ai fait comme je regardais là et j'avais l'habitude de. Ça c'était Oxford Street, je passe, puisque je fais déjà un pas, et seulement là je regarde de l'autre côté. Et là il y a un bus qui est passé, qui m'a frappé là, il est passé 2 cm devant ma tête, j'ai fait un bon 3 mètres. Parce qu'évidemment les bus ils viennent de là, pas de là. Donc ma théorie de je fais un pas et je regarde de l'autre côté, non c'est pas possible, ça marche pas. Mon comportement n'était plus adéquat. Ma capacité était nulle parce que j'avais la mauvaise croyance. Là, ça m'a permis de la mettre à jour. Donc, en fait, ça c'est ce que je crois. Donc si tous les matins je vais de chez moi jusqu'à la station de métro, je sais que je sors de chez moi, je prends à gauche, puis je prends à droite, et puis je passe de petites rues, c'est bon, ça c'est ce que je crois. Et puis ce matin, quand je suis sorti, il y avait des travaux, je ne pouvais plus passer dans la rue. Ah, j'étais emmerdé, quoi. On m'avait changé mon chemin habituel. J'ai dû m'arrêter, penser et prendre un autre chemin. Parce qu'en fait, quand vous faites quelque chose encore et encore et encore et encore et encore, vous ne vous posez plus la question à droite, à gauche, machin. C'est machinal. Votre croyance, c'est une habitude. À tel point que vous ne la voyez pas, votre croyance. Donc, sauf quand tout d'un coup, elle n'est plus valable. Et quand l'environnement vous le rappelle. Quand c'est un arbre ou un truc, vous râlez. Quand c'est votre chef, vous faites. Enfin, ça dépend de votre. Vous voyez? On essaie de dire non, non. La croyance, c'est très important. Vous essayez de défendre vos croyances comme ancestralement, la permission, c'est mon territoire. C'est mon territoire que je défends. C'est mon point d'eau. Et à ce moment-là, la position qu'on va faire, c'est le mentor. C'est celui qui ne va pas vous dire comment on fait, il va vous poser la question pourquoi. Pourquoi vous croyez ça? Il ne va pas vous dire quoi. Il va vous amener, avec le pourquoi, à rentrer en vous. C'est le questionnement, je ne sais plus, il y avait un grec, Aristote ou Platon, je sais plus quoi. La maïotique. Voilà, la maïotique, qui consiste à poser les questions pour que vous-même trouviez les réponses. Là, on donne les réponses, et là, on regarde quelqu'un d'autre faire. Là, on pose des questions, et la personne trouve ce qui est bien pour elle. Et alors, si on cherche à ce qu'elle trouve ce que nous, on sait, ça s'appelle de la manipulation. C'est ok, mais il faut juste le savoir. Et c'est pas grave de manipuler, mais ça veut dire que là, elle risque de trouver autre chose que ce que nous, on pensait qu'elle allait trouver. Et c'est ok. La somme de ce que je crois, ça s'appelle ma culture. Et quand on partage une somme de croyances, c'est une culture d'entreprise, ou d'une communauté. Si vous êtes dans d'autres, par exemple dans d'autres communautés ou dans d'autres croyances, ben, la manière dont on indique qu'on a fini de manger, c'est moi j'ai nettoyé mon assiette, et si je passe la Méditerranée, tant que je nettoie mon assiette, on va m'en servir. Parce que si j'ai nettoie mon assiette, c'est que j'ai encore faim. Alors on va t'en servir. 3 fois comme ça commence à faire chier, j'ai plus faim. Pourquoi ils arrêtent? Parce que chez eux, c'est tu finis ton assiette, c'est qu'il n'y en a pas assez, j'en ai plus. Hop là. C'est une croyance. Je veux dire, c'est culturel. Sauf que si vous ne connaissez pas la vôtre, vous ne voyez pas la différence. Quand j'ai vécu en Suisse ou en Allemagne, il y a des choses qui font que vous ne faites pas, et vice-versa. C'est là que vous voyez vos croyances
quand les autres, on en a d'autres. Si on a la même, on la voit plus. On la prend pour la vérité. C'est l'unique manière de faire. Autant vous dire que vous résistez généralement sérieusement quand quelqu'un tape dans vos croyances. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient votre identité. C'est qui vous êtes. Je suis un Français, je suis un Scrum Master, je suis un manager. Et puis, à ce moment-là, si quelqu'un veut vous, et que vous êtes d'accord, il va dire oui, c'est bien, fais ça. Non, pardon. Oui, c'est bien, fais ça, c'est là. Oui, c'est bien, il va juste vous dire, avec un jeune enfant, comment tu as juste besoin, des fois, un jeune enfant, de lui dire c'est bien, continue. Tu n'as pas besoin de lui dire comment et machin, il est en train de trouver par lui-même. Tu as juste besoin de l'encourager dans la direction que tu voudrais qu'il prenne si tu le manipules. Et là, on est au niveau des besoins. Et puis, il y a une autre vision. Alors, tout ça, c'est moi. Et puis, moi-même, je vis dans un écosystème. Ici, c'est l'écosystème agile de Paris, etc. etc. C'est ce qui est au-delà de moi. Donc, les premiers mots qu'avait utilisé Dietz à l'époque, c'était ce qui était au-delà de la mission, la transmission. Donc, c'est ma famille. Pourquoi je fais ça? Pour qui? Je fais ça pour ma famille, pour ma société, pour mon pays, pour mon machin. Tac, 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 tac. Le cercle est plus grand. Et à ce moment-là, on parlera du rôle d'éveilleur. C'est-à-dire, le but, c'est d'amener les autres à s'éveiller à pourquoi ils font ça, quel est leur but. Je dis ça parce qu'en français, en anglais, c'est what for et why. Et c'est pas la même chose. Pardon. Vous voyez, ça c'est why, ça c'est what for ou who for. Nous, on a pourquoi et pourquoi. Des questions là-dessus? Est-ce que quelqu'un connaît Pink? Pas la chanteuse. Oui. Est-ce que vous il a aussi une version. Est-ce que quelqu'un connaît les 3 mots-clés qu'il utilise toujours? Mastery, purpose, and autonomy. Voilà. Ah, j'aurais dû vous dire avant, parce que vous les voyez, zut. Histoire de. Voilà. Alors j'ai fait un petit mapping parce que dans le monde agile, on parle pas mal de Pink. Quand vous dites, il dit en fait, Pink, il dit la motivation intrinsèque et pas extrinsèque. Ce qui me motive, c'est pas que des choses que je veux avoir de l'argent. Si je vais au boulot, c'est parce que en tant qu'humain, je veux m'améliorer, développer plus de choses, de capacités, qui vont me permettre ultérieurement de développer mon autonomie, qui vont me permettre de remplir un but qui me dépasse. Est-ce que je résume bien ce que Pink dit? Et en fait, tout le truc Spotify et Agile, enfin, par exemple, c'est connu, il est utilisé là-dessus. Est-ce que vous voyez le mapping que j'ai fait vite fait là, hier soir, à 23h? Qui n'est pas d'accord avec le mapping? Et je pose la question. Parce que ça, c'est. En fait, on fait des trucs parce qu'on a envie d'apprendre. Chaque fois qu'on a envie d'apprendre, ton autonomie, là, il est où? Il est à mi-chemin entre l'identité et est-ce que tu vois qu'il y a 2 couleurs? En haut. Je dis ça, je suis pas sûr que tu le vois parce que de loin il est contre jeu. Je vois, mais je n'étais pas sûr que tu as dit qu'il allait faire. Non, c'est exactement ça. Alors, honnêtement, j'avais un problème pour le mettre. Et toi, tu le mettrais où, l'autonomie? Moi, je n'ai pas encore laissé infuser assez longtemps pour. Ok. Alors, moi, je ne savais pas, donc je l'ai mis dans les deux. Ok. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai un grand besoin d'autonomie. Et la notion de besoin, c'est là. C'est quelque chose qui est proche de mon. Mais c'est également quelque chose, c'est une croyance chez moi. Je veux dire, avant que je vois que c'était à mes besoins et que chez moi c'est puissant, c'était aussi une croyance, ou une valeur plutôt. Donc, parce que je sais que quand quelqu'un venait me chercher sur l'autonomie, généralement je réagissais mal. Ça pas l'idée. Donc ça, il était en train de piétiner mon domaine de croyance-valeur. Vous comprenez? Ah oui, il y a un truc quand même qu'il faut jouer. Est-ce que vous voyez la différence entre croyance et valeur? Je vous invite à ce que chacun fasse fuser des définitions ou des essais, comme ça, on va en prendre 10. Qu'est-ce que c'est une croyance, qu'est-ce que c'est une valeur? Pas des exemples, hein, mais comprendre la différence entre les deux. Une croyance, on croit que on suppose que c'est vrai, c'est comme si c'est une vérité. C'est ça. Et puis, une valeur, ça serait quoi? Enfin, ou quelqu'un d'autre. Hein. Bien mal. Hein? Il y a bien mal et on adhère. Enfin, on peut très bien croire en quelque chose sans forcément y adhérer, alors que normalement une valeur c'est quelque chose dans lequel on adhère. D'accord. Ok. Et qui nous définit aussi. D'accord. Intéressant ça. Je vais y revenir. Dans la valeur, il y a Bien, une voilà. notion. Dans la valeur, il y a une notion de morale, D'accord. de comportement, Une valeur, c'est
comment je pense que les choses devraient être, et une croyance, c'est comment je pense que les choses sont. Ok. Alors, un jour, il y a un copain qui me pose comme ça la question, j'étais en vacances, et je dis, ça tombait bien, j'avais un peu de temps, je le farfouille. Une définition simple, c'est les croyances, c'est de l'ordre du bien et du mal. Non, pardon, les croyances, c'est de l'ordre du vrai et du faux. Les valeurs, c'est de l'ordre du bien et du mal. En très simple, c'est-à-dire ça, c'est ce que je crois qui est vrai, et ça, c'est ce que j'aime bien. Et respectivement, ce que j'aime pas. Parce que l'inverse de ce que j'aime bien, c'est ce que j'aime pas. Ça, c'est à titre individuel. Quand le groupe dans lequel je suis, on a la même notion de ce qui est bien ou de ce qui est mal, on dit on a les mêmes valeurs. Parce qu'en fait, on peut dire on a les mêmes goûts. Et en même temps, c'est con parce que monsieur a mis un pantalon orange. Quand vous allez à la Défense, on est tous les mecs sont dans des costumes avec des variantes de gris et de brun. Donc vous avez écouté ce que je fais. Hein. Donc je déconne avec ça, mais voilà. Alors que les femmes ont une beaucoup plus grande liberté vestimentaire. C'est écrit où ça? Nulle part. C'est une croyance et en même temps les valeurs. Donc typiquement, vous avez des espèces de valeurs qui vont se décliner par secte ou par classe sociale. Cravate, pas cravate, costume, pas costume, type de pompe, machin, vous voyez. Donc, et on va se reconnaître comme ça. Donc c'est vrai au niveau de l'individu, moi j'aime bien le sel, un autre le sucre, ça on est tout à fait d'accord que c'est individuel. Par contre, il y a des choses que tu ne tueras point, c'est pas juste parce que c'est dans la loi. Puis vous allez en Afrique, un copain me disait un jour, il était en Afrique du Sud, il y a un mec il rentre dans la caisse le soir, il rentre dans le resto le soir, donnez-moi la caisse, le mec il attend plus que 10 secondes, il tue un client comme ça, waouh! Il me disait, c'est parce qu'on n'a pas la même notion du respect de la vie ici que là-bas. Et c'est pas une question de bien ou de mal, c'est juste que nos valeurs ne sont pas les mêmes. Et je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, je dis que ce que lui, c'était choquant ou pas choquant, mais c'est pas choquant de la même manière. Je prends volontairement des exemples politiquement incorrects. Et je ne vous ai pas encore fait le coup des couleurs de peau. Vous voyez? Parce que là, on va toucher dans les croyances ou les valeurs. Il y a certaines choses, et c'était intéressant de ce que disait monsieur, vous avez dit, je crois, ça me définit. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous dites, parce que moi aujourd'hui vous me dites j'aime bien le bleu ou j'aime bien le rouge, ouais, si demain, je m'en fous quoi. C'est pas un truc qui va me définir. Par contre, il y a des choses, quand j'en disais tout à l'heure, l'autonomie et la liberté, si vous venez me chercher, je ne vais pas pouvoir rester très très longtemps à rien faire, quoi. Parce que ça me définit sur mon identité. En tout cas moi. Et puis quand un certain nombre de gens partagent ça, ils finissent par prendre ça, enfin c'est une croyance qui est devenue collective, c'est-à-dire qu'elle est carrément là, la croyance, ou la valeur. On est au-delà de la personne. Est-ce que c'est clair ça? Donc vous pouvez avoir des croyances et des valeurs, je dirais, qui sont un peu à géométrie variable. Quand elles ne sont plus à géométrie variable chez vous, c'est que généralement vous êtes identifié à ça, et quand c'est au niveau collectif, c'est au niveau d'un groupe. Est-ce que maintenant vous voyez le rapport avec une transformation agile? Vous commencez à le voir? Qui le voit? Levez la main, je vous promets, je ne vous pose pas de questions. Okay. Qui ne le voit pas encore? Qui n'a pas levé la main? Bon, alors, ce qui était super chez Bateson, qui était donc l'ancêtre, façon de parler, ou plutôt le prof de Dix, c'est qu'en fait, il regardait les animaux, ce qui est normal, parce que son métier c'était anthropologiste. Fin de ses métiers. Il disait, quand je regarde, super idée, merci, quand je regarde un animal qui fait toujours la même chose, je lui donne à manger, il le prend de telle manière, il n'y a pas d'apprentissage. Quand il dit tout d'un coup, maintenant le chien, il a appris que quand il y a de la lumière, j'arrive à midi et qu'il y a de la lumière, il a appris qu'il commence déjà à saliver, Pavlov. Le chien a visiblement appris quelque chose. Puisque je peux observer qu'il a changé de comportement. Donc, il a acquis une nouvelle capacité. Quand le chien ou quand nous, on acquiert une capacité, c'est qu'on est capable d'avoir d'autres comportements. C'est pour ça que c'est une pyramide, parce que ceci conditionne cela, etc. Est-ce que vous voyez ça? Ce qu'on essaie de nous faire à l'école, c'est de nous filer une tonne de capacité dont vous vous servirez dans 20 ans. Plus ou moins motivant, mais c'est ça l'idée de l'école. Donc on ne voit pas à quoi ça sert maintenant, c'est un peu gonflant. Je regarde mon ami, voilà. Ensuite,
Ça, c'est un peu, je bouge pas. Ça, c'est la vitesse. Et maintenant, je commence à bouger. Et je peux me dire qu'en fait, il y a des gens, est-ce que vous voyez qu'il y a des gens qui apprennent plus ou moins facilement? Voir des gens, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui sont rigides dans les boîtes? Psychorigide. Je ne parlais pas du problème de dos. Hein. Je veux dire, ça, c'est pas le problème que je dois adresser, donc ce serait plutôt psycho. Ouais. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, et notamment en agile, on va essayer de développer la croyance ou la valeur que l'adaptation au changement, c'est bien ou c'est pas bien en agile? Okay. Donc c'est une valeur, c'est important, enfin c'est une valeur importante, c'est une valeur négative si vous voulez. Ça veut dire qu'en fait, l'apprentissage, la notion d'apprendre des nouvelles capacités, c'est quelque chose qui est favorisé. Vous prenez l'usine du 19e siècle, où il y avait des machines-outils très fixes, et on apprenait à les gens à faire des très petits boulots de très petites touches. Est-ce qu'on favorisait l'apprentissage à ce niveau-là? Non? Oui? Non? Bon? Pourquoi? Question pourquoi? Oui, parce qu'à l'époque, on allait chercher des gens, au 19e siècle, dans les champs, analphabètes. Et à l'époque, on devait leur... Il y avait les métiers à tisser qui commençaient à partir, donc il fallait faire des aiguilles. Et on s'est rendu compte qu'il fallait 12 étapes pour faire une aiguille. Et donc toi, tu tapes dessus, l'autre il fait le trou, etc. Et en répétant la compétence plus, on apprend plus vite. Plutôt que d'apprendre beaucoup de choses à la fois, et j'apprends moins. C'était important parce que les gens n'avaient pas une grosse capacité à apprendre à l'époque. C'est pas... Donc je veux dire, ça plafonne. Donc si vous n'avez pas la compétence lire, imaginez demain vous n'avez pas la compétence lire. Donc ça veut dire que vous n'avez pas la compétence iPhone non plus. Okay. Or, tout ce que vous donnez, ça ne vous sert à rien, quoi. Imaginez, moi j'ai une copine qui était faire son master au Japon, elle est arrivée, elle ne sait pas regarder les trucs de métro. Parce que 1, 2, 3, 4, c'est écrit en japonais. Ça fait bizarre quand on est doctorant de ne pas savoir lire. Vous voyez? Donc, donc, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, avant, on n'avait pas le même accent qui est mis sur la capacité là. Et donc, si ça, c'est l'immobilité et ça, c'est la vitesse, ça, c'est quoi? Allez, accélération. Yes. Ça, c'est le truc. Ça, c'est sa dérivée. Et on refait une dérivée de dérivée. Accélération. Et donc, ça veut dire que, généralement, au bout d'un moment, vous voyez, un enfant, il a sa personnalité, son identité, il est plastique. Il n'a pas encore une vraie identité arrêtée. Il a du caractère, mais il n'a pas une identité. Au bout d'un moment, est-ce que vous vous imaginez qui dans la vie, ici, a déjà essayé de se changer lui-même? Il dit ça, j'aime pas, je veux me changer. D'accord? Qui n'a pas essayé de se changer lui-même? Bon. Qui n'a pas levé la main? Voilà. Qui aura des problèmes de s'exprimer en public? Vous êtes derrière la caméra, c'est OK. Donc, plaisanterie mise à part, ceux qui ont essayé de se changer ou ceux qui n'ont même pas essayé, est-ce que vous croyez que vous êtes là ou là, quand vous essayez de vous changer? Incapabilité. Oui, la théorie, c'est ça. Et quand c'est dur, qu'est-ce qui a vu que c'est dur de se changer? D'accord? Vous croyez que c'est où, alors, quand c'est dur? On est toujours là? Non. Quand c'est dur, quand le terrain est vierge, vous apprenez un truc, il suffit de faire. C'est plus ou moins dur, c'est plus ou moins long, il faut couper en petits morceaux. Ok. Mais quand ça résiste, c'est que généralement, vous avez à cet endroit-là des croyances, des valeurs, des permissions, des motivations, qui vous tirent ailleurs, ou qui sont déjà au même endroit, donc qui sont en conflit. Et ça va être la résistance. Et puis s'il y a des trucs qui carrément demain, par exemple si je dis demain, je veux 2 millions de nettueurs à gage, qui est prêt? J'éteins la caméra. Donc là, il est probable qu'au niveau de votre identité, c'est pas compatible, c'est pas juste un problème de valeur. Et c'est pas un problème de capacité. Je pense que n'importe qui peut tirer avec un fusil à plomb. Bon. Ok, là, on a acquis, on a fait ça. On s'est doté de la capacité d'ILS pour aller mesurer le management. Ah, j'ai oublié de vous poser la question. Vous voyez pourquoi on avait besoin de cette échelle? Vous voyez à quoi ça va s'appliquer au management? Qui peut me faire en une phrase ou deux pourquoi c'est utile, éventuellement, pour comprendre ce qu'on fait en management? Enfin, les managers, ce qu'on fait dans le management. Alignement? Par exemple. Ok. Voilà. Quand on a un truc de foot tout à l'heure,
On a dit il faut un terrain de foot, il faut apprendre à dribbler, et ceci et cela. En fait, il y avait différentes couches à gérer. Un manager, enfin, si vous étiez le manager de votre propre boîte, vous êtes sur toutes les couches. Sauf que vous ne le savez pas, parce que vous n'avez pas d'échelle de valeur. Maintenant, vous avez vu. Ok, alors. Qui est familier avec ce lingot RH? Un manager. Proximité opérationnelle ou stratégique. Levez la main. Expliquez aux autres. Bon, c'est quoi un manager de proximité? Un chef d'équipe. Stratégique, donnez-moi un exemple. Allô? Un membre de CODIR. Par exemple. Opérationnel? Entre les deux. Facile. Les RH. Alors, le manager de proximité, c'est quoi son job, selon moi? C'est-à-dire, c'est le chef d'équipe. Ah oui, c'est écrit au-dessus. Voilà, merci. En gros, c'est toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Sortons, alors, pour faciliter vos compréhensions, sortez de l'informatique, sortez de l'agile. Imaginez que vous êtes en train de construire une maison. Tout ce que je vous donne les exemples, imaginez que vous êtes dans l'environnement le bon vieux environnement industriel, enfin, ou que vous êtes en train de construire votre propre maison. Prenons. Donc, tu dis, tu fais ça, tu fais ça, toi tu mets les plâtres, et demain je construirai le mur, et tu peux déjà commencer avec la peinture. Tu vois bien? Non, il y a une séquence, tout ça. Donc c'est pas tout. Il faut aussi coordonner, il faut planifier, pas tout coordonner, il faut planifier. Hop. Il vous faut un architecte qui au départ a dit on fait un plan comme ça, on va mettre des choses comme ça, et le planifier dans le temps, et puis à planifier dans l'espace, et à faire des plans. D'où le nom. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fixe les objectifs, il les coordonne, et puis en partant de la maison que vous avez dessinée. Et pas une autre. Sinon, pas une recette. Hein. Donc, vous êtes le manager stratégique, ou votre femme, c'est bon. Je veux une maison comme ça. Ok, chef. Alors là, il est visionnaire. Donc, à ce moment-là, vous mettez en mode planificateur. Et vous allez essayer de dire, bon, ben, il va falloir qu'on achète un machin, qu'on achète le terrain, on pourrait dessiner ça, la cuisine, on va la mettre là, et ceci et cela. Et puis, ensuite, on va à l'action, et si on a besoin d'être plusieurs, on se coordonne le boulot. Ma femme essaie toujours de me coordonner, et moi aussi. Sonnerie, bon, voilà. Donc, on se coordonne les uns les autres. Ok. Alors, de ceci, si on regarde sa mission, le chef d'équipe, il va dire « Je suis un coordinateur ». Sans moi, rien ne se fait. Je suis un planificateur. Et alors lui, en théorie, c'est « Je suis un visionnaire ». Ceux que j'ai rencontrés, c'est plutôt des gardiens. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont installés, c'est des super planificateurs qui sont au-dessus de leur silo de planification et qui attendent qu'on leur donne une orientation de plan stratégique et ils sont là pour l'exécuter dans la chaîne. Ça, ensuite, c'est... Ce que je veux dire, c'est ne croyez pas que... Enfin, je veux dire par là, il y a la réalité, quoi, hein, dans nos systèmes. Maintenant, est-ce que, d'après vous, on va commencer avec le manager de proximité, le chef d'équipe. Il joue sur quel niveau, lui? Action. Yes, je fais des choses. Ok? Je suis là pour dire quoi faire. Aïe, je crois que je les avais en slide. Donc, lui, il fait, il dit quoi faire. Lui, quand il n'en a pas assez, il va voir son chef et il dit « Chef, il me faut 2 programmeurs Java de plus, donnez-moi plus de capacités. » Et le chef dit « Je vais voir mon chef pour avoir du budget, c'est des sous, des capacités. » Donc eux, ils jouent sur le niveau capacité. Ok? Et il faut qu'on décide si on va sur Java ou sur .NET, parce qu'on ne va pas changer tout le temps. Une seule ligne dans le parti. Alors, en théorie, il y a un grand visionnaire qui a dit où on va. Parce que, ah oui, je voulais vous dire, la mission au niveau de l'individu, ça vient quoi au niveau d'une boîte? Ouais, c'est ce qu'elle fait. Par exemple, Frigidaire fait... Frigidaire. Ils font du froid. Enfin, oui, c'est ça. Okay. Netflix, ils font quoi? Du divertissement. Voilà, au début, ils vous envoyaient des DVD par la poste. Aujourd'hui, ils font du streaming. Ils ont fait un pivot. Ils ont changé de mission. Avant, ils étaient, j'ai du stock physique,
c'est le même job qu'Amazon, sauf qu'on me le renvoie et je le remets en stock. Et aujourd'hui, le marché du DVD de foot encore, ils ont fait un pivot. Ils ont changé leur mission. Ils font du streaming. Vous allez chez Netflix, c'est comme Canal+, tac, tac, vous avez une chaîne. Ils ont pas changé la mission. Hein? Ils ont changé la mission. Si. C'est la façon de remplir. Oui, ils ont changé ça, mais ils sont restés dans la même vision. Ok. Mais c'est pas important, parce qu'il y a un certain nombre de gens chez eux qui ont changé de mission. Et du coup, ça rend compte sur ton échelle, là, le fait que, ça rend compte sur ton échelle le fait qu'ils vendent toujours du temps de divertissement par le biais de la vidéo. Oui, ça sera la mission. Alors, si tu peux faire ça en espèce de truc d'échelle, tu peux faire ça en espèce d'oignon. La vision, c'est que tu auras une vision, ils essaient toujours de conserver leur savoir-faire dans un domaine, etc., etc. Et clairement, ils ont dû adapter leur capacité. Et un certain nombre de gens ont dû changer leurs croyances-valeurs, parce qu'avant, c'était je balade des objets physiques dans des stocks. Et aujourd'hui, il n'y a probablement plus que des informaticiens chez eux, et des gars du marketing. Bon, c'est juste pour illustrer. Hein. Donc on a des grands visionnaires. Est-ce que vous remarquez quelque chose là? Il manque un caporal-chef en Ouais. Bon, on va y revenir. Mais... fait, à sergent, quelque chose. Il n'y a pas de gardien des valeurs. Alors, est-ce que vous avez vu? D'abord, première chose, c'est qu'il y avait une espèce d'étalement des niveaux sur les fonctions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un hasard, même si ça ne savent pas pourquoi ils le font, qu'on a appelé les managers de proximité comme ça, opérationnels et stratégiques, parce qu'en fait, ils sont chacun dans une colonne. Ils font, ils font pas les mêmes choses. Un, il coordonne, l'autre, il planifie, et en théorie, l'autre, il visionne. Ok? Alors, ça va être super. Ils vont bien se parler entre eux, puisqu'ils font bien le même job. Est-ce que vous voyez le problème déjà? Ils font pas le même job, en fait, entre eux. Donc déjà, on va avoir un problème. D'ailleurs, ça se voit quand vous avez un chef d'équipe qui est promu. Vous l'avez déjà vécu, ce cas-là? Il met un cercle, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous avez l'impression de ne plus faire le même job. Voire, il y a un certain, moi je me rappelle, il y a 25 ans maintenant, quand ça m'est arrivé, je dis, ah putain, j'ai l'impression de me faire chier. J'étais dans un board, je faisais plus du papier et de la politique, je faisais plus mon rôle de développeur. Quand je suis redevenu freelance en 1996, ça ne rajeunit pas, eh ben, c'était génial, parce que je pouvais de nouveau refaire ce qui m'amusait. Je faisais plus que du PowerPoint et du papier. Je m'emmerdais profondément à faire. Donc, parce que je faisais plus les mêmes types de jobs qui me nourrissaient mes besoins et mes valeurs. 2. Comme certains l'ont remarqué, il n'y a pas de gardien, ou il n'y a personne qui occupe la touche croyance-valeur. Du coup, si on revient sur le graphique d'avant, j'aurais mis dans le visionnaire le créateur d'origine d'entreprise. Yes. Et après différents passages de niveau, on a plus des gardiens de valeur, on a plus de visionnaires. Enfin, tu as entièrement raison, et dans quelques slides on en reparle. Parce qu'on va prendre l'exemple de ce que tu dis de la start-up, ce qui est un peu le cas que tu dis, et on va voir le problème que ça pose et les débats. Mais on y est. C'est pour ça que j'ai dit en disclaimer au départ, je m'intéresse plus au CAC 40 que start-up. Qui est en charge de cette couche officiellement? HR? Qu'est-ce qu'ils font au niveau des valeurs HR? Il y a quelqu'un qui est HR dans la salle, je peux parler librement. Ok. Ressources humaines. Pardon. RH en français. Eux, c'est les rois de. Ils vous font une étude de valeurs et ils vous les mettent sur les murs. Voilà les valeurs de la société. Est-ce que ça vous touche? Non. On s'en fout. Je veux dire, ils les mettent sur les murs. Ça décore. On ne décrète pas un changement de valeur. Moi, mes valeurs sont les miennes, les tiennes sont les tiennes. Et tant qu'elles ne sont pas incompatibles, ça va. Si elles sont un peu borderline, on va vite le trouver à la machine à café et on va éviter de parler de ça. Mon père me disait, il y a 3 choses dont il ne faut pas parler si on veut un dîner, c'est religion, politique et l'éducation des enfants. Parce qu'on est en plein dans les domaines de croyance et de valeurs. Donc là, il y a un peu de chance et c'est dans des trucs qu'on peut pas, qui ne sont pas factuels, quoi. On ne peut pas revenir à des faits. Ou alors on peut reprendre l'histoire et en discuter. Donc RH, donc en fait, il n'y a personne sur la tranche croyance-valeur. Et est-ce que c'est important les croyances et les valeurs pour vous? Voilà, c'est ce qui vous définit, dit monsieur. Et il n'y a personne dessus. C'est con, hein? Bon. Et en pratique, même si RH qui claironne, en pratique vous suivez quoi? Votre chef? Le chef de son chef ou quoi?
ou RH? C'est qui décide votre vie le plus possible? À part vous. Voilà, vous êtes conditionné par votre chef. Vous êtes limité par ses croyances et ses valeurs. Parce que si lui, il n'a pas les bonnes croyances et les bonnes valeurs, bonnes, c'est les mêmes que les miennes, bien sûr, eh ben, je vais avoir une limite. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas lui dire. Sinon, on part au clash. Vous commencez à avoir le problème là-dessus? Et alors, bien sûr, ils n'ont pas encore créé le rôle de Chief Manipulation Officer, CMO, qui s'occuperait officiellement de muter les croyances et valeurs. Bon, il y a des jobs à prendre, les gars. Hein. Bon, alors j'ai déjà posé la question et c'est important. Alors, est-ce qu'on peut se transformer sans changer, d'après vous? Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait personne sur les croyances et les valeurs? Si on change toute la boîte et pas les croyances et les valeurs, qu'est-ce qu'on change? On change rien. Donc tout le monde veut se transformer et personne ne veut changer. Oui, alors, maintenant on applique ça au truc agile. Tout le monde veut faire de la transformation agile sans rien changer. Et en plus c'est normal, puisqu'il n'y a personne dont c'est le job. Toute la pyramide d'exécution est sur l'exécution. Personne ne s'occupe de l'émergence des valeurs et des choses. Enfin, à part les RH qui entendent quoi, mais ça on s'en fout. Quoi. Voilà, ok? Donc, on a un vrai problème, parce que tant qu'on ne change pas de point de vue, c'est ce qu'on vit normalement en agile, vous êtes conditionné par la pyramide d'exécution, et tous ceux qui montent dans la pyramide d'exécution ont été cooptés par leur père. Hein. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils sont certifiés conformes. Donc, Einstein l'a dit d'une certaine manière, on ne peut pas résoudre un problème au même niveau d'abstraction ou avec les mêmes pensées qui l'ont engendré. Parce que vous comprenez en gros ça, au-delà de la phrase. Ça veut dire que grosso modo, quand vous avez un problème de comportement, souvent c'est qu'au-dessus vous avez un problème de valeur. Mais vous ne le voyez pas, parce qu'elles sont où mes valeurs? Mon comportement, vous pouvez le voir, elles sont où mes valeurs? Comment vous voyez mes valeurs? Comment vous voyez mes croyances? Elles sont là, vous ne les voyez pas. Et c'est quand on commence à interagir qu'on va commencer à toucher. C'est pour ça qu'on privilégie l'interaction aussi, parce que c'est le seul moyen de découvrir. Seulement, qu'est-ce qu'on va faire à une échelle de 600 personnes, 6000 personnes? On fait des grands cercles et on discute tous ensemble. On chill. Alors, il y a un autre qui est le fondateur aussi du Palo Alto, un des fondateurs du Palo Alto, qui dit soit on fait plus de la même chose, soit on fait autrement. Parce que vous comprenez, mais c'est un ou. C'est-à-dire que, sur mon petit schéma là, c'est tout le truc du faire, ça c'était toute la pyramide d'exécution qui était de ce côté-là. Faire avec son gentil top-down, et le bottom-up, c'est-à-dire l'émergence qui est là, c'est pour faire autrement. Si vous voulez faire autrement, vous ne pouvez pas essayer de faire de la même chose. Je veux dire, c'est des évidences ce que je dis là, mais la plupart des boîtes sont une pyramide, c'est fait pour faire la même chose, toujours plus. Donc il faut transformer à ce moment-là ceci ou cela, ou en ceci et en même temps cela. C'est des formulations qui sont des paradoxes. Bastavich a beaucoup travaillé sur les paradoxes. Et il y a une technique que je mentionnerai, c'est du polarity management, qui vous permet de voir que ceci et en même temps cela. Je vais vous montrer un petit exemple à la fin. Je vais un petit peu accélérer maintenant. Je vous propose de ne pas faire de pause, ou alors je zappe la partie la plus de la fin. Et je suis à plusieurs configurations. Sa manipulation de ça. Non, vous avez le choix. Moi j'ai fait ma presse, maintenant c'est tout. Alors, maintenant, alors, c'est pas vrai que les boîtes ne changent pas. Parce que par exemple, quand j'étais dans une banque en 3 lettres, dont je ne citerai pas le nom, et non, ce n'est pas une banque française, donc c'est pas. Voilà. Eh ben, ils étaient super organisés puisqu'ils se sont dit les réorgs, ça fout le bordel, donc on va planifier les réorgs. C'est pas une rigolade. Dans le process interne, il y avait les réorgs, c'est tous les 2 ans de manière. Mais c'était pas débile, parce que si vous avez un département qui réorganise et l'autre qui réorganise 6 mois après et l'autre qui réorganise 6 mois après, les mecs qui travaillent entre les deux, ils savent jamais avec qui ils travaillent. Ok? Et le mec qui vient d'arriver, comme un contractant qui arrive ici et qui est entre les deux, personne. Quand je suis arrivé chez eux, il y avait, sur le plateau qui s'occupait d'un team, il y avait 25 personnes, 2 anciens et 23 qui avaient moins d'1 an. Depuis le nerf et or, personne ne savait ce qu'il devait foutre. Donc, hein? Oui, dans une banque qui traitait, et c'était le centre de tous les paiements internationaux, il y a plusieurs milliards qui transitaient tous les jours par-dessus sur un soft qui avait 25 ans d'âge et sur du matériel obsolète. Et ça fait 3 fois qu'il respawnait le projet. Et qui n'est toujours pas fait à mon avis aujourd'hui. Et ça
transite tous les paiements internationaux. C'est cool. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il y a un gars, alors j'ai mis là ce qui se passe au moment d'une réorg. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire, on va changer, parce que l'équivalent des arborescences, c'est des territoires. Et qu'est-ce qui se passe si vous allez dans le territoire du copain, un manager, ça va pas bien se passer, et là tu es chez moi. Retourne chez toi. Au moment de la réorg, on a le droit de, on rejoue, on change les permissions pendant 1 ou 2 semaines, en pratique les 3 mois qui précèdent, il y a un grand jeu qui consiste, je te donne ça, tu me donnes ça, et on se pique les trucs, et on fait des alliances, etc. C'est-à-dire qu'on libère temporairement les permissions, c'est 007, license to kill. On a le droit de tuer à droite à gauche comme ça, et après on redevient bien libre. Okay, et donc, c'est vrai pour eux, et puis c'est vrai pour eux, parce que c'est le moment où j'avais de faire de la croissance interne, pas externe, bien sûr. On se partage le camembert, on ne fait pas agrandir le camembert. Qu'est-ce qui se passe au niveau du chef d'équipe? Il va dire, attendez, vous avez vu les nouveaux objectifs que vous me donnez? Moi, il me faut 5 mecs de plus, hein. Hop, hop. Et puis il faut grandir, hein, parce que c'est comme ça que mon empire va grandir. Bien sûr, je sais pas bouger. Voilà. Bon, donc en fait, voilà ce qui change au moment de la réorg. Est-ce qu'on a changé réellement quelque chose là? On a juste, typiquement, réarrangé le camembert. Et généralement, on n'a pas changé les valeurs. Entre-temps, on s'est rendu compte qu'ils sont nos amis ou pas. Donc ça, c'est un autre débat. Amis, valeurs, aimer. Alors, on a regardé ça. Grâce à ça, on va regarder ça. Puis on va regarder la différence. Ok? Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez vu jusqu'à présent? En 1 ou 2 phrases? Ah oui. À cause de quoi? La difficulté à changer les croyances et les valeurs. Ok. Et pourquoi il y a une difficulté? Parce qu'on ne les connaît pas. Et puis, personne n'est en charge. Donc, tout le monde se fout. On veut tous se transformer. Alors, c'est pas gênant, on fait tout le temps la même chose. Mais quand on veut se transformer, mais que personne ne touche aux croyances valeurs, ah, là, c'est un problème. Parce qu'on peut faire plus de la même chose avec les mêmes croyances valeurs. C'est pour ça que c'est fait. Une croyance, c'est une super habitude. Sauf que si on veut faire autrement, en pensant de la même manière, ah, là, on a un problème. Mais c'est dans le job de personne. L'agile. Comment est-ce qu'on déploie de l'agile aujourd'hui? On déploie. Imaginons que je suis dans une banque à la Défense. Comment on déploie l'agile? D'abord, il y a un gars qui a dit on va faire l'agile. Et à ce moment-là, il y a des achats qui vont recevoir des flopées de carton. Commandez-moi 5-6 palettes de coach. Ok. Ils vont dans le marché, on forme vite fait des coachs, on les débarque chez les clients. Pardon, je et donc, voilà. Donc, et on va déployer à ce moment-là des processus. Etc. Donc, on est au niveau de la... Et alors nous, ce qui est génial, agile, on a le droit de toucher, on a le droit de mettre des post-it sur les murs, donc on a le droit de toucher à l'environnement. Hein, c'est cool. Et on change toutes les pratiques, parce qu'avant, les meet-ups, les meetings, merci, se faisaient assis, et maintenant on les fait. Un jour, j'ai vu un type, en fait, déjà quand ils m'appellent, ils me disent bonjour monsieur, je voudrais le recruteur, je voudrais un coach agile. Ok. Et oui, et Scrum Master aussi. D'accord, déjà ils ont tout compris. Le coach, il est où la notion de coach? J'enseigne, enseignant. Le Scrum Master, il est où? L'équipe. Donc déjà quand on me dit le mec qui va dire et faire, c'est super. Et généralement la version du Scrum Master, c'est la mec en fait qui remplace le chef de projet. C'est-à-dire qu'avant on faisait, je lui disais tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, on était assis. Maintenant, je mets face au mur et je leur dis tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Ça, c'est agile. Et vous rigolez, mais j'ai eu cet exemple en levant les yeux il y a 2 semaines de là où je suis quand je voyais un meet-up agile se faire plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, là il y avait le board, que personne ne regarde, et il y avait le chef d'équipe, le Scrum Master, qui s'était mis entre le board et eux, et qui faisait ça. Voilà, c'est agile. Certifié. Bon. Et donc, pour en arriver là, ils ont eu des formations. Ok. Est-ce que vous voyez déjà le problème poindre? Blanc. Enfin, noir. Noir. Hein?
Ça ne change rien. Si on veut changer, il faut aller où? Il faut aller là. Parce que là, on est dans le faire. Or, être agile, ça consiste, c'est de l'apprendre à apprendre. C'est pas du faire. Bon, on est un peu paumé, mais on va voir. Quel niveau on a touché? Comportement, hein, on parlait de pratiques agiles. 80% d'une conf, c'est des pratiques agiles. Et c'est OK. Puisque d'habitude, on s'adressait à qui? Aux gens qui font. Les confs agiles, c'est fait pour les développeurs. Il n'y a que récemment que les managers commencent à s'y intéresser parce que c'est la mode et comment on les voit débarquer. Donc, les gens qui font, leur donnent des trucs qu'ils font, de la pratique. Et puis il y a un marché pour les formations. Et puis, de toute façon, même si vous avez une autre idée, de toute façon, il faut passer par le service achat qui a l'idée, qui a la croyance de comment c'est fait. Donc, hop, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, on fait du comportement et de la compétence cognitive, du savoir. On vous dit ça, alors le mec il revient, le mec que j'ai vu dont je parlais tout à l'heure, il revient sur une formation et il a immédiatement appliqué l'agile au bureau. Il était debout face au tableau. Ah, c'est top. Voilà. Et donc, au niveau Bateson, on est à quel niveau? Vous vous rappelez le niveau 0, 1, 2, 3 d'apprentissage? 0, je fais rien, c'est l'immobilité. 1, c'est le mouvement. Voilà. Et 2, c'est la vitesse. Et 3, c'est. Non, 3, c'est 2, c'est la vitesse. Et 3, c'est l'accélération. On ne l'avait pas vu tout à l'heure, mais le niveau 3, c'est l'accélération de l'accélération. Donc, c'est déjà pas trop conceptuel. Alors, on va y venir. Donc, là, vous êtes tous d'accord qu'on fait du 1, là? On fait de l'apprentissage. On fait de l'école. C'est-à-dire qu'on livre de la formation. Voilà ce qu'il faut savoir. Vous êtes certifié au bout d'une semaine, je veux dire. Et vous allez maintenant pratiquer. Voilà le problème. Alors, est-ce que maintenant, vous pouvez me dire les problèmes que vous voyez? Je ne dis plus rien, promis, au moins pendant 2 minutes. Ok, il n'y a rien dans les panneaux d'alerte. Et puis, il y a un conflit, tu saurais développer peut-être un peu? Deux groupes différents ont la même responsabilité de responsabilité. Il peut y avoir un conflit par exemple un manager et agile sur les capacités. Ok. Oui. Un autre. Tu as dit quoi? Je n'arrive pas à voir qui je parle en plus. Tu peux lever la main? Ah, c'est trop. J'ai dit qu'on n'avait pas partagé la vision, mais de rien. Juste, il n'y a rien là. Quoi d'autre? Je trouve que depuis le début, on construit ça en disant qu'on veut changer les actions et que la conséquence, c'est qu'il va falloir apprendre des nouvelles choses et que le problème, c'est qu'on n'a pas l'expérience. Alors qu'en fait, tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est que c'est dans l'autre sens. C'est qu'on doit avoir les valeurs qui, comme conséquence, devraient nous donner envie d'apprendre qui va changer nos comportements. C'est une manière. C'est vrai ce que tu dis. L'humain se construit comme ça, mais il se rigidifie comme ça. Et donc, et quand vous êtes des adultes et pas des enfants, vous avez déjà une certaine structure. Traduction rigide. Dans notre société aujourd'hui. Donc oui. Il est où le sens? Il n'y a pas de sens. On est entièrement d'accord. Enfin, je dis quand je dis qu'il n'y en a pas. Ouais. D'autres? C'est quoi le sens, pour info, pour vous? C'est pourquoi on fait, en 2 mots, on fait de l'agile et... En 2 mots. Voilà. Ouais, donc pourquoi? Pourquoi? Et vous vous rappelez la vision? Pourquoi ou pour qui? Alors, je ne l'ai pas mis parce que j'en avais déjà assez. Enfin, c'est le côté vision qui est au départ, au-dessus de moi. Il y a le pourquoi. Pourquoi je devrais être agile? Pas comment. Pas comme. Pourquoi pour qui? Généralement, l'agile est vécu comme waouh, il y a des contraintes de marché qui me tapent dedans, qui me font changer plus vite, mais je vais le faire. Les concurrents vont de plus en plus vite, ça c'était il y a 10 ans, et maintenant c'est demain je vais le faire numériser. C'est de 1 à 0 tout de suite. Donc généralement, la seule chose que le stratégique voit, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose et on m'a parlé d'agile. C'est la seule explication qu'ils ont à l'agile, c'est pas un problème de conviction qu'ils ont. C'est pas un problème de mieux-être, ça c'est éventuellement leur bagage RH. Okay. Aucune critique, hein. Je suis dans les faits, il faut juste savoir quel niveau on est. Donc, quel niveau était touché par le déploiement agile aujourd'hui? Vous vous rappelez? C'est pour ça que je les enlève. Hein. Ceux du bas. Ok, 1, 2, 3, ça comporte. Enfin, environnement, nous on n'a pas touché au mur. Environnement,
Voilà, comportement action et au-dessus. Voilà. Donc, il y a aussi la notion de quantité, parce que techniquement, on n'arrive pas de déployer assez de coach agile pour qu'il ne se fasse pas diluer. C'est-à-dire qu'au bout un coach agile dans un environnement complètement top-down d'une banque de 60 000 personnes, vous en mettez 100, vous en mettez même 1000, de toute façon, c'est un 60e de la force. Ils sont dilués, les gars. Et de toute façon, vous n'allez pas trouver 6 000 coach agiles comme ça sur la page. Enfin, ça se fabrique, mais pas aussi. Alors, ok, donc, quel niveau n'était pas touché? Croyance valeur, je ne te parle même pas de la mission de la vie. Quel niveau de management ne pourront pas être affectés? Celle-là, elle est touchée. Ouais, d'accord. Quel niveau de management? Je ne l'ai pas vu celle-là. Regardez. Ça va toucher lui. Donc les pratiques vont toucher les managers de proximité. C'est pour ça que les Scrum Masters, quelque part, enfin, au niveau de l'équipe, c'est là que ça marche encore un peu, l'agile. C'est-à-dire que si le mec n'est pas obtus, au bout d'un moment, il commence à avoir des nouveaux outils et faire des trucs. Au niveau de la pratique, si on recrute des agilistes dans son équipe, les équipes, après ça plafonne, on se tape le plafond de verre. Pourquoi on se tape le plafond de verre? Parce que c'est eux, le mid-management, qui sont là. Et vous les envoyez 10 fois en formation, on va leur faire des formations pour mettre des post-it au mur. Ça ne va pas changer leur capacité planificateur, ni même leur motivation et leur croyance. Et eux, donc en fait, tout le mid-management ne peut pas être touché avec des formations qui sont destinées pour eux, parce qu'on fait des formations pour eux. Donc on ne peut pas toucher aujourd'hui le mid-management ou le top management, la manière dont on déploie l'agile aujourd'hui. L'agile aujourd'hui, tel qu'il est déployé, il est fait pour aller dans les équipes. Et d'ailleurs, il est fait pour aller dans les équipes, regardez. C'est le truc de Scrum Master, d'outils et de machin. Là, il faudrait les vendre au niveau des principes, et non pas au niveau... Voilà. Donc, on a vu le gap. Donc, ça, c'est ce qui ne pourront pas être... Ils ne pourront pas être affectés. Alors, on est là. Donc là, normalement, vous êtes là, normalement. Vous venez de voir le problème. Donc, moi, j'ai à peu près rempli ma mission telle que je vous l'étais donnée. Je ne rigole pas. Si déjà vous voyez... Qui a commencé à voir le problème? Levez la main. Qui ne voit pas le problème? Vous avez le droit de lever la main. C'est une permission. Qui n'a pas levé la main? Pardon. Tu sais dire pourquoi? Juste pour rire. Non, c'est juste pour rire. Et alors, est-ce qu'un système peut changer ou voire mieux se transformer avec ce qu'on a vu là? C'est pas une rigolade, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un système qui est fait pour faire de l'exécution et on le veut qu'il se transforme, ou qu'il évolue, ou qu'il change. Il n'y a personne en charge du changement. En gros, si je résume le truc de la tranche valeur, il n'y a personne en charge, donc ça ne va pas se faire tout seul. Et 2, la manière dont on le déploie, ça ne touche pas les bonnes personnes. Fin de l'histoire. Donc maintenant, on peut continuer de faire l'agile comme on veut, dans les gars de l'équipe, du moment que le management en haut ne nous fait pas chier. Parce que là, ils nous font chier, c'est fini. Et qu'à tout moment, revenir en arrière, on a arrêté de ces conneries, on perd du temps. Bon, donc voilà ce que vous pouvez retenir. Si on veut finir ici. Les déploiements agiles n'impactent pas la chaîne de management. C'est-à-dire la chaîne qui va de middle, tous les middle, jusqu'au chef d'équipe au mieux. Ce qui supposerait que une prise de conscience et un changement d'état doivent être nécessaires et suffisamment haut dans la pyramide. Parce que si vous, qu'est-ce qui se passe si un mid-manager qui est venu à cette conférence dit « Ah, demain je vais tout changer ». Il rentre au bureau et il essaie. Qu'est-ce qui se passe? Coup de 12. On va voir. Enfin, j'imagine, hein, honnêtement. Donc, ça suppose que lui soit autorisé. Parce que dans une pyramide, le mec dessus nous autorise, il nous donne les permissions de faire ci ou faire ça. C'est comme ça que ça marche. Tu peux toujours essayer de le faire, tu verras. Et puis, donc, il faut, autoriser, c'est-à-dire que quelqu'un doit dire oui, je vous sponsorise, ces nouveaux sponsors, à faire de l'agile, et je vous autorise à changer. Attends, j'ai pas dit ça qui m'a mis ça dans le texte. Vous déconnez, les gars. On va rien changer, au pire, moi ça, les gars. Non, ensuite, 2. Donc, on va faire de la transformation sans rien changer. 2. On va faire ça en même temps que la prod. Ce qui est important, c'est la prod, c'est que ça qu'on gagne des sous. Donc, on va surtout pas créer un espace de sécurité pour que les gens puissent expérimenter. Parce que dans ce cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça produise.
Donc si on n'a pas un espace de sécurité pour expérimenter, il se passe quoi? Il n'y a pas le droit à l'erreur. Exactement. S'il n'y a pas le droit à l'erreur, qu'est-ce qu'on fait? On ne change rien. Je fais ce que le chef dit. Ah, c'est le chef qui dit. Et puis, 2, ça veut dire que je dois voir, comprendre pourquoi, je dois participer à ce qui se passe. Parce que si c'est un autre gars qui me dit quoi faire, c'est suspect. Tout ça, mais non. Non, ça ne se passe pas bien. Et puis, il faut donner le temps et l'espace d'intégration, parce que faire tout ça comme ça en 2 minutes, vous êtes prêts à le faire en sortant d'ici maintenant? Il faut peut-être un peu laisser digérer. Voilà. Donc, le bon niveau, pour résumer d'une manière un peu plus abstraite, ce qu'on déploie aujourd'hui, c'est du 1, et il nous faudrait au moins du 3, voire 4, mais on va dire déjà 3. Il faut changer au niveau de l'organisation. C'est le système qui doit changer. Oui, il faut changer le système. Pas juste quelques personnes dans un coin. 2, ce qui supposerait le cas d'un. Il ne s'agit pas juste de faire semblant, et il ne s'agit pas non plus de rajouter quelques outils cool pour aller plus vite. C'est bien les outils, j'ai rien contre, mais ça ne va pas changer le problème. Notamment les problèmes. Ok? 12h18. Qui est prêt à continuer? Qui n'est pas prêt à continuer? Bien, les gens, je suis sûr si vous libérez des chefs. Alors, pyramide level 3. Après avoir le problème, on attaque une ébauche de solution. Ok? En toute humilité, je ne donne pas la vérité. Si est là, c'est mon prochain bouquin. Voilà. Alors, à quoi ça ressemblerait la solution? On va se poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche? Vous comprenez pourquoi on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une permission, il faut une capacité. Ah oui, on va se faire la pyramide. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Ensuite, quel niveau il faut atteindre? Comment on le fait? Et qu'est-ce qu'il nous faut dans l'environnement pour que ça puisse marcher? Comme c'est un petit peu abstrait comme ça, on va se le faire, on va donner quelques repères. Et je vais répondre à ce que vous disiez tout à l'heure. Avec un exemple. Ok? On va se donner 3 niveaux d'autonomie. Donc alors, on va travailler sur l'axe de l'autonomisation. Est-ce que vous voyez pourquoi l'autonomie, c'est un rapport avec l'agile? Qui ne voit pas pourquoi? Levez la main. Que ceux qui le voient lèvent la main. Ouais, qui n'a pas levé la main, c'est l'habitude. Okay. Alors, c'est pas tout, mais ça commence par là, l'autonomie. C'est le fait que je suis capable d'agir, puis de penser par moi-même, l'autonomie. Je fais simpliste. Okay? Quand je suis un petit enfant, quand je suis au berceau, de toute façon, je fais ce que je nourris, c'est maman qui me nourrit. Ensuite, quand je deviens un enfant, je fais dans les limites de mes permissions, et on me rappelle vite mon territoire. Ensuite, à l'adolescence, je commence à développer une pensée par moi-même. C'est juste la pensée parce que c'est quand même papa qui va chasser pour me donner à manger. Donc, je suis indépendant, c'est une fausse indépendance dans la tête. Et j'atteins l'autonomie quand je suis capable de chasser moi-même. C'est-à-dire, à ce moment-là, je peux ensuite décider où je vais et faire ce que je veux, puisque je suis un cueilleur-chasseur autonome. Okay? Le cycle de maturation de l'humain, il est lent par rapport à celui d'un cheval qui tombe, boum, et c'est marché. Mais c'est pour ça qu'on sait apprendre, parce que au départ, on n'est pas formaté. Enfin, on est juste formaté blanc. Alors, on va s'autonomiser. On va prendre le cas d'une équipe de prod, puis on va agilifier une équipe, et puis on va aller dans l'innovation de produit. Grâce à la pyramide de... Voilà. J'aurais passé ça. Alors, oui, il faudrait peut-être que je sois d'accord. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'équivalent de je suis un enfant, je suis un ado, que je viens de faire là, je suis un enfant, je suis un ado, je suis un adulte, ça devient au niveau d'une équipe, c'est une référence à moi, vous en faites ce que vous voulez, coordonner, décider, réfléchir ensemble. Parce que la version d'avant, c'est je te dis quoi faire, c'est-à-dire je vous coordonne. Je suis le père. Je m'appelle Dick, mais c'est Ensuite, si on est une équipe autonome, qu'est-ce que ça change sur la coordination? Autonome, coordination, c'est toujours moi qui vous coordonne? Donc voilà, vous avez rien compris à l'agile, c'est ça. C'est pas moi qui vous coordonne. C'est qui coordonne? L'équipe. Voilà. On s'auto-coordonne. Ok? Donc, mais on sait ce qu'on fait. Parce qu'on est en prod. Ça fait 20 ans qu'on fait le truc. On sait bien ce qu'on fait. Imaginez qu'on est en train de tamponner des papiers à la sécu. Enfin, les papiers ont un peu changé, mais c'est le même job. Donc, le job ne change pas.
C'est pour ça que je dis après le début de l'informatique, parce que chez nous, en plus, ça change tout. Donc ça sera le premier niveau. On sait ce qu'on fait, on va le faire entre nous. Le deuxième niveau, ça sera on est capable de prendre des décisions. Je vais devenir un ado, je vais prendre des débuts de décision. Et je vais prendre un premier niveau de décision dans le cadre, le type 1. C'est-à-dire, le cadre est fixé, je ne change pas le cadre, mais chef, on a un pépin, on ne pourrait pas déplacer le photocopieuse de là à là. Ça nous faciliterait parce que finalement, il y a que nous qui en servons qui avaient le bout du couloir, qu'avec eux. Donc, ils m'ont dit, ils imprimaient 2000 papiers par jour, les imprimantes étaient à l'autre bout du couloir, il n'y avait personne d'autre qui s'en servait, mais on n'a pas le droit de déplacer les imprimantes qui, pour ailleurs, sont sur roulette. C'est l'informatique qui doit le faire. On n'aura jamais demandé qu'ils sont en Paris. Ok? Donc, on va passer le stade de la permission, le joke. Donc là, on va prendre des décisions qui nous concernent dans notre cadre. Et puis, on va passer à des décisions, waouh, on a eu un cas qu'on n'a jamais vu là. Là, il faut qu'on commence un peu à définir, mais toujours dans le cadre du même job. Et puis là, on va faire des réflexions comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire demain? Un nouveau job, on pourrait faire des choses totalement nouvelles. Est-ce que vous ressentez que quand on avance sur cet axe, il va falloir de plus en plus de maturité dans nos autonomies personnelles pour qu'en tant qu'équipe, on puisse construire? La version non mature, c'est refaire le monde après quelques verres de rouge au café du coin. C'est rarement autonome, mais c'est facile, donc il n'y a pas d'enjeu. La différence, c'est que quand on collabore, il y a un enjeu. Donc c'est ça le problème. Donc, tout d'un coup, ça devient quelque chose, on va discuter le coup de drain, plus au milieu. Donc je reviens sur mon équipe de base. Elle va s'autonomiser. Mon équipe, avant, elle était juste là, vous vous rappelez? Elle fait des choses. Elle va s'autoriser à aller à déplacer les imprimantes parce que ça l'arrange, un peu plus près, puis ça n'embête personne. Et le cas échéant, elle va être capable de dire ouais, mais moi aujourd'hui je suis malade, je suis un peu plus fatigué, et puis demain, toi tu prends congé, on ne pourrait pas s'arranger entre nous. Le job resterait le même. Tu vas m'aider. Donc on va gérer nos capacités entre nous. Sans j'allais dire chef demain, je suis malade. Non, pardon, je suis en congé, tu te dis. Okay. La version autonome, c'est on s'arrange au niveau capacité d'abord, et puis, voire même, oh, j'ai appris un truc nouveau, regarde là, right click, ça ouvre ça. Oh, génial. On commence à échanger des compétences. Okay. Donc, ça c'est comment l'équipe, une équipe déjà soudée, enfin, on la définirait, c'est des gens qui vont être capables d'apprendre les uns des autres, ce qui veut dire que si j'apprends de toi, je suis capable de dire je sais pas. C'est l'inverse d'un sachant. Et puis, je suis capable, s'il faut, de déplacer les trucs. D'abord physique, puis dans mes comportements, et puis dans ma tête, je vais pouvoir déplacer les mots. Parce que si je ne peux pas déplacer l'imprimante, je vais avoir un peu de mal à déplacer mes croyances. Ensuite, on va passer à un autre niveau, agile. Est-ce que vous voyez ce qui va changer en agile? Alors, je dis le peuple. Est-ce que ça vous suffit, ça, pour être agile? Oui, non, non. Oui, et qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus? Oui, ça c'est facile, on l'a vu, mais donnez-moi des exemples. Donnez-moi un cas où ça va pas sur un cas concret, ou un truc agile, où une décision ne peut pas être prise juste sur ce niveau-là. Réfléchissez peut-être à vos expériences. Une stratégie là-dedans. Oui, exactement. Une stratégie vous tombe dessus, bon, t'as pris ça. Quoi d'autre? Une demande d'engagement sur un périmètre figé. Ouais. Alors ça, c'est des cas qui ne vont pas bien. Mais si vous avez vécu des cas qui vont bien, d'agile, qu'est-ce que tout d'un coup, qu'est-ce qui apparaît? Qu'est-ce qu'on fait dans l'agile qui, là notamment, où on va enlever les parenthèses, ça sera plus de temps en temps, ça sera normal. Toi, tu es du DBA, et moi, je suis web de 0. Et c'est comme ça. On va s'entraîner, et en fait, il n'y aura plus de job dédié. On va essayer de faire tourner les compétences. Il y aura toujours des spécialités parce que tu as plus ou moins d'expérience, mais on ne dira pas ça c'est ton turf, ça c'est mon turf. Je dis ça parce que même en France, qui est quand même très pyramidal, ça a beaucoup de mal à rentrer. La notion de, normalement, dans une équipe agile, il n'y a pas de job dédié. Il y a des compétences, il y a un procédé, mais il n'y a pas un DBA et un webmaster. Ça vous parle?
Donc dans le premier niveau d'agile, non, je ne vais pas mettre le stade 2 sur 1, on va dire, ok, on va essayer de répartir les capacités, enfin on va faire un nivelage compétences-capacités. C'est-à-dire que des gens qui ont plus de compétences vont essayer d'expliquer aux autres, le cas échéant, et on va faire un équilibre des capacités. Ce qui fait que si tout d'un coup, aujourd'hui, on est sur le backbone, il nous faut plus de gens maintenant, et demain il nous faut plus sur le front, on s'est shifté. On n'a pas un problème de super spécialiste. Ouais. Donc tant qu'on est dans le cadre, ce qui va se passer c'est ça, et au fur et à mesure on va évoluer on va monter nos capacités, et on va monter nos... Vous disiez ? Vous donnez un exemple ? Non, c'est pas un exemple. Okay. Et donc, compétences, capacités, et puis on va même s'autoriser du coup à dire mais pourquoi tu penses ça ? Donnez-moi une pratique agile où on s'autorise à questionner les croyances de l'autre. Le TDD. Ouais. Et comment on fait ? C'est de penser qu'on peut écrire du code avant de tester, ce qui est quand même pas naturel dans les croyances de base. Et on s'autorise, on dit dès le départ il va y avoir des erreurs, on planifie le bug, donc on planifie le contrat. On ne dit pas je serai parfait. Ou on joue le planning poker. Qu'est-ce qu'on fait dans le planning poker ? On dit on doit faire ça, on compte 1, 2, 3, tchac, on dit un chiffre, et on va explorer le plus haut et le plus bas. On compare nos croyances. On s'autorise à ne pas avoir les mêmes croyances. Parce qu'implicitement, dans une société totalement pyramidale, on est censé être tous égaux, non pas en droit, mais de fait, égalitaires. Il ne faut qu'une tête ne dépasse. Alors que là, on va explorer nos différences. Pourquoi tu as mis 21 et moi j'ai mis 3 ? Clairement, on n'a pas le même niveau, on n'a pas la même perception de la complexité. Explique-moi ton point de vue, explique-moi, je t'explique le mien, et les autres peuvent ensuite entendre et faire évoluer leur point de vue. On part du point de vue que les croyances sont juste des croyances, ce n'est pas des vérités. Vous me suivez là ? Il y a ça, puis on s'autorise à jouer aux cartes au travail. Très juste. Si j'avance assez vite, vous allez, je vais y revenir là-dessus. Ce qui me rappelle que 12-29, j'accélère. Alors, et quand on fait de l'innovation produit, est-ce que quelqu'un connaît des techniques d'innovation ? Je mentionne ici le design thinking ou d'autres choses comme ça. Qui connaît le design thinking ? Kidoc. Donc, qu'est-ce que ça va changer entre l'innovation produit, par exemple de la thinking, et de l'agile? Pas nécessairement en termes de valeur, mais concrètement, ça change quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? La co-construction. Yes. Et ça veut dire quoi? Donne-moi un exemple. Le partage. Ouais. Adhésion au projet. Ok, donc on a quel niveau adhésion au projet? Motivation. D'accord. Et au niveau du produit, qu'est-ce qu'on va s'autoriser au niveau du produit? Dans l'agile, qui est-ce qui dit la vérité sur le produit? Le PO. Le PO. Dans une équipe, on départ. Ça avait l'air aussi. Et au niveau de l'innovation, est-ce que vous connaissez le produit avant? L'utilisateur. Ouais. Si vous allez voir un utilisateur et tu lui dis donne-moi ce que tu as en tête comme produit et ça sera de l'innovation, c'est pas de l'innovation. Parce que s'il arrive à le faire comme ça, c'est pas l'innovation. C'est quelque chose qui est juste déjà connu. L'innovation, c'est faire quelque chose de nouveau. C'est con ce que je dis, mais donc au début, en fait, tu vas chercher avant de trouver. Et dans les design tu as plein de techniques d'anthropologie où tu regardes, tu pars généralement des usances que les gens, pourquoi le gars il se comporte comme si avec son sac dans le métro, mais c'est qu'il n'a pas le bon sac, c'est trop lourd, il est trop petit. On fait une étude, c'est quoi le problème, et à partir du problème, on construit un produit. Oui, d'accord. Et donc, en fait, et donc à ce moment-là, on va avec l'empathie, etc. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quelle couche on touche? Dur à dire. Là, on se pose complètement la question, je veux dire, je suis frigidaire, mais demain, si j'ai envie, je faisais des frigos jusqu'à présent, mais si j'ai envie de faire des machines à laver ou des moteurs pour avion, je ne m'interdis pas, parce que chef, j'ai trouvé qu'il y a un super moteur, à partir de nos petits moteurs, j'invente, à partir des petites pièces qu'on fait dans les frigos, si on les vend en un... Ah non, mais je peux donner un vrai. J'ai un pote indien qui m'a expliqué qu'il d'un coup, ils se sont rendus compte que dans un certain endroit de l'Inde, ils vendaient beaucoup plus de machines à laver que partout ailleurs. Quelqu'un a-t-il une idée pourquoi? Les Sikhs font du bhakti. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, c'est cette espèce de thé avec, à base de lait battu. Donc ils se retrouvaient, avant, beaucoup,
de lait battu. Donc il faut battre du lait. Donc ils ont récupéré une certaine petite forme de machine à laver, ils mettaient du lait dedans et ça faisait battre le lait. Donc ils ont pris un objet qui n'était absolument pas fait pour ça et ils l'ont réinnové dans un autre contexte. Donc ils ont pris une machine à laver pour faire un batteur de lait. Donc ça c'est clairement l'innovation, frugalement plus. Et donc, clairement, vous allez voir votre CEO dit, pour l'instant on fait des machines à laver, je vous propose de vendre des bateaux à laver en Inde. Vous avez toute mon attention. Okay. Si vous n'avez pas expliqué l'histoire de mon copain, c'était hors contexte un peu chaud. Quoi. Donc on va questionner la mission, voir la vision. Quelqu'un, et clairement on va se donner les capacités, on prendra toutes les actions qu'il faut, et d'ailleurs ce genre d'environnement-là c'est complètement déjanté, puisque tous nos environnements créatifs viennent de la School Design Thinking de Stanford, où ces idées ont été partagées. Donc quand on fait l'innovation produit, on est sur toutes les couches, on est prêt à tout changer. On est un vrai humain complet, sans limite. Enfin sans limite préimposée. Bon. Est-ce que vous voyez l'espèce de progression dans l'autonomie? Je reste à faire ce que je fais, mais on s'organise entre nous. On change nos méthodes de fonctionnement avec nos outils, mais également la manière dont l'équipe fonctionne, voire même on questionne le PO sur la manière de fonctionner, voire même est-ce qu'on a le droit de savoir ou de ne pas savoir. On ne nous embauche plus pour des faiseurs, pour faire et savoir. On a le droit de ne pas apprendre et de dire qu'on ne sait pas. Un peu comme déjà. C'est leur faire ce discours au RH, je ne sais rien, recrutez-moi. J'ai plein de compétences potentielles. Et dans l'innovation de produit, on va se lâcher sur tous les niveaux. Ce qui va demander encore plus d'autonomie. Bon, ça dépend quel est votre niveau de familiarité avec ça, mais est-ce que vous voyez intuitivement au moins la progression qu'il y a besoin? Bon. Est-ce que vous voyez le problème qu'il va y avoir? Je voulais mettre une petite vidéo sur Astérix et Cléopâtre, mais... Donc, vous arrivez, on va revenir. Imaginez, l'équipe, ils sont partis 2 mois off-site. C'est une équipe qui vont aller chercher la nouvelle, on les envoie en mission pour innover sur la prochaine machine à laver, et ils disent, chef, on va vendre des batteurs à lait. En gros, 10 fois plus qu'on n'a jamais vendu de machine. Comment ces gens-là vont se faire accueillir dans la pyramide, qui, elle, n'a pas bougé pendant ce temps-là. Et moi, la pyramide n'a pas le temps d'inspirer. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le retour de la pyramide? Ils vont être en plein sur les plates-bandes des autres. Puisqu'ils vont commencer à dire au CEO ce qu'il faut faire, ou au codir. Ils n'en ont rien à foutre des croyances des autres. Ça va bien se passer, ça déjà. Et puis les territoires, on va tout redécider. Et d'ailleurs, on connaît beaucoup plus de trucs que vous, et on sait faire des choses que vous savez plus faire, et je vais vous montrer comment on le fait. Welcome. Donc, alors, ça c'est le big, mais vous voyez le problème. Quand des mecs deviennent trop agiles, ils sont en train de marcher sur quoi? Sur le middle. J'accélère un petit peu. Donc, ça c'est comment ça va se passer. Donc, qu'est-ce qu'il faut... Alors là, on a vu ça. Hein, on s'est donné des repères sur l'autonomisation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça marche? Boum, l'accélérateur, ok? 12,36. Il faut qu'on autorise des nouvelles croyances et des nouveaux comportements. C'est pas, on va se transformer en faisant exactement comme avant. Ce qui veut dire que, je ne sais plus quelqu'un mentionnait tout à l'heure, là, en gros, l'humain, il a deux types de comportements. Soit il est en sécurité, soit il ne se sent pas en sécurité. Quand il n'est pas en sécurité, il fait quoi? Le reptilien, il dit flee, fight, freeze. Il y a 3 options, ça régresse. C'est-à-dire, je me bats si je peux, je me bats si je ne peux pas, et si je suis coincé entre les deux, je fais le caméléon, j'essaie de ne pas bouger, peut-être qu'on verra pas. Sauf qu'au milieu du bureau, c'est quand même vachement mieux dans la jungle. Moins bien, pardon. Donc, appliquons ça au bureau. La lutte, bon, je n'aime pas ce que mon patron me dit. PAM! C'est ok? Voilà, c'est dans le même. Je me bats. Salut.
voilà, peut-être pas faire ça, ben, je fais rien. Je me démotive. 30% des gens sont plus motivés. Enfin, vous connaissez l'étude, etc. Voilà. Donc en fait, c'est si la perception de danger. Est-ce que la prod, c'est dangereux par opposition à la créativité? Quand il faut produire et qu'il y a de la pression, vous êtes dans le danger ou dans le jeu et l'exploration? Tiens, je vais jouer avec la prod. Explorons ce qu'on veut faire. Qu'en pensez-vous? Ça vous vient naturellement? Donc il y a deux cas. Soit on est là, soit on est là. Et la prod, c'est où? Là. La prod, c'est là. Et l'essentiel d'une organisation avec sa pyramide d'exécution, elle est là ou elle est là? Voilà. Donc on passe son temps avec ça, et on leur dit maintenant, sortez les cartes et jouez. Tout va bien se passer. Ok? La pyramide d'exécution, elle est faite pour être là. Et si on leur dit changer, explorer, essayer de nouvelles méthodes, on est là. Donc d'après vous, laquelle des deux situations permet le développement et voir l'évolution? Qui est-ce qui vote pour 1? 1, c'est ça. Qui est-ce qui vote pour 2? Qui ne vote pas? Ça. Donc, le problème, c'est qu'il faut bien voir dans quel espace on est. Est-ce qu'on est dans l'exploration? On a le droit de changer les règles, là, dans le respect des uns des autres. Ou au contraire, on est dans l'exécution et la conformance. Les deux sont OK, mais soit c'est la prod, soit en informatique, on connaît ça. On a un environnement de prod et un environnement de test. Et celui qui fait les tests en prod, c'est les conciliateurs. Nous, on est clair, ça. Mais dans le management, est-ce que vous avez votre manager qui a une casquette verte? Alors moi, j'avais fait ça. J'avais une carte verte. Alors, rouge, c'est on est dans le faire, exécution. Et vert, on était dans, on a le droit de jouer et explorer. Et alors, quand vous imaginez que vous n'avez pas ça, donc vous avez votre manager, vous commencez à explorer avec lui un sujet, puis tout d'un coup, il arrive, il dit non, je n'ai rien de temps, enfin, il ne le dit pas, mais il le pense très fort, et il prend une décision. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de passer de là à là. Qu'est-ce qui se passe s'il frétille tout le temps comme ça entre les deux? Qu'est-ce que vous allez faire? Chaque fois que vous allez voir avec un prof, voilà. Donc au bout d'un moment, vous allez arrêter de vous parler de vos problèmes qui ne marchent pas. Vous allez arriver et dire des trucs que vous savez qui vont être bien accueillis. Vous allez lui dire ce qu'il sait déjà. Donc en fait, pour éviter, j'avais explicitement dans ces deux cas-là, on avait le rouge de l'action, et c'est OK parce que c'est la production qui paye les factures, et le vert de l'exploration, mais dans une réunion, quand ça se balade entre les deux, tout le monde avait les cartes sur table, et à un moment, on est dans la coordination, point A c'est bon, point B c'est bon, point C c'est bon, c'est pas bon, ça discute, ça discute, ça discute, ça discute, on ne trouve pas. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui prend la carte, tu la montes, tu as raison. Tout le monde monte la carte verte, clairement on ne sait pas. Clairement on n'est pas mûr. Donc à ce moment-là, on change de comportement. Vous les verrez, j'en ai mis un exemple là, si vous voulez, vous pouvez le prendre avec. Ce sont des conseils de mon ami. Et donc vous verrez, en fait, c'est un petit rappel de cet énorme modèle là, qui consiste à mettre les valeurs. Il y a des valeurs qui nourrissent l'exploration et les jeux, et celles du rouge. Mais le simple fait d'avoir déjà en gros que tout le monde ait le droit de changer d'espace et de dire que je crois qu'on change d'espace, on a créé 2 espaces, alors qu'officiellement, il n'y en a qu'un. Ou pire, les RH vous disent qu'il faut jouer et explorer dans le monde de la production. C'est-à-dire on met les deux l'une sur l'autre. Ok? Ça va bien se passer, ça? On ne va pas jouer en prod, mais il faut savoir où on est à un moment donné. Voilà. Alors, pour changer une croyance, une valeur, il faut vouloir pouvoir savoir. C'est-à-dire, il faut que on me permette de le faire, qu'on me dise que c'est OK, sponsorisation, c'est bien mon petit, tu as le droit d'expérimenter et ça aide la boîte. C'est pas, ça aide la boîte, mais ta boîte, ta prod, elle est en retard. Alors, t'arrêtes de jouer, puis tu vas faire ta prod. Et puis, le problème, c'est qu'on risque de scier comme un fada, donc il faut être très très clair, à un moment donné, on fait quoi? Donc il faut vouloir pour pouvoir, et puis il faut savoir. Et un des points de savoir, c'est qu'il va apparaître des tensions à un moment donné. C'est-à-dire qu'on va être dans un truc et dans l'autre. Comment est-ce qu'on change une croyance? Comment est-ce qu'on change une valeur? C'est ce que je vais rapidement explorer maintenant.
Donc on a vu, on s'est donné les 3 niveaux pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faudrait faire, et on va voir maintenant un petit peu quel environnement on pourrait se donner. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de la sécurité. Si vous voulez que les gens changent, il faut qu'ils puissent le faire en sécurité. Sinon, ils vont simplement revenir à la conformance. Après, ce qu'on a vu, ça devrait être clair. Yes? C'est pas clair pour qui? Quel niveau atteindre? Au moins que vous puissiez remonter jusqu'à la couche croyance-valeur. On verra comment ça se décline concrètement. On a bien vu, c'était le thème du truc. Si vous ne touchez pas ça, il n'y aura pas de changement. On va rester où on en est. Voir au niveau identité sur vous, manager éventuellement, et on verra ça, et culture. Comment le faire? Monter l'autonomie par étapes. C'est pas la peine d'essayer de se faire la totale tout de suite. Donc, c'était les 3 étapes dont on parlait. Il faut se donner l'environnement, c'est-à-dire sécurité d'expérimenter, et en même temps, il faut faire tourner la preuve. Donc, c'est important de comprendre la zone de risque qu'on veut bien à un moment s'accorder, et que toute l'équipe à qui on cause, ou la pyramide, on soit d'accord. Et ça change dynamiquement selon les sujets, et monter par palier. Donc, ça c'était grosso modo, on a vu l'aspect solution, et je vais vous montrer une illustration de ce que j'ai fait sur une admin. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Je vais passer en très très rapide là maintenant. Donc, alors ceci n'a pas été conçu, ceci a émergé. Je me suis rendu compte que je faisais des choses bizarres et non conventionnelles. Je m'adaptais en fait. Et au fur et à mesure, j'ai compris comment ça évoluait et j'ai été obligé pour pouvoir le passer. D'abord, on l'a formalisé parce qu'on expliquait encore et encore et encore au manager. Et on voyait les croyances revenir. Donc je leur ai dit, il y a telle croyance là, mais en même temps, il y a telle croyance de l'autre côté. Et les deux sont vrais, mais en même temps, ça va être gérable. Donc à partir du moment où les croyances sont vues, affichées et partagées, qu'est-ce qui se passe? C'est plus des vérités, c'est des croyances. Et on a le droit de choisir laquelle on veut. J'ai le droit que dans certains cas, je peux te faire confiance, et dans certains autres cas, je ne te fais pas confiance. Et je sais instinctivement, au fond de moi, quand est-ce que ça switch. Et les deux sont OK. Donc il faut que, maintenant quand on est en collectif, il faut qu'on puisse se mettre des repères physiques extérieurs pour qu'on dise, je dis dans quelle zone je crois que je me trouve là. Et si l'autre il dit, je ne suis pas d'accord, par exemple, si moi je monte ma verte et le patron il dit, non, on ne va pas le faire maintenant, on va déplacer ce point-là sur une autre réunion après. Et on va finir déjà celle qu'on fait là, on va passer le point D et le point E. Et sur ce point C, on ne va pas mûrir en 2 minutes, on se refait une réunion séparée. C'est la maturité collective à ce moment-là. On va laisser tourner la réunion non d'une. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Dans une administration, on a fait un pilote dans une division, entre autres, et quelques exemples. À un moment, il y a eu un gars qui a eu une idée entre l'émergence, la décision et l'implémentation, une petite amélioration, 2 jours. 15 jours entre une émergence et la mise en prod d'un mini-projet qui impliquait un autre projet, un autre département qui n'aurait pas été bidouillé. Et des choses qui disaient que ça fait des années qu'ils disaient qu'on pouvait le faire, c'était juste pas passé à l'acte. Ok. Donc ce qu'on a fait là, c'était une histoire de formaliser une carte d'intention, le coup du modèle que Frédéric avait suggéré. Quelques exemples pour voir les croyances. On dit que, en fait, le chef, c'est celui qui sait, dans la pyramide traditionnelle. Mais qu'est-ce qui se passe s'il ne sait pas? Parce qu'aujourd'hui, en informatique, un chef d'équipe, c'est quelqu'un qui sait. Qu'est-ce qu'il peut savoir? Et le Web 2.0, et les procédures budgétaires, et la database. C'est juste plus possible à notre niveau de spécialisation. Avant, il y avait le chef d'équipe, il avait tamponné les brevets pendant 10 ans, il était devenu chef d'équipe de brevet, et après directeur du département, ça faisait 30 ans qu'il faisait le même job, c'était un super sachant. Donc c'était adapté. Mais à la vitesse où ça change aujourd'hui et à la niveau de complexité, le chef n'est plus un sachant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut virer le chef. Mais le chef peut contribuer à autre chose. Il peut contribuer sa motivation, sa créativité ou sa sagesse. Donc ça devient un facilitateur pour parler de ça. Donc il faut leur montrer que c'est pas parce qu'on est dans... Ça c'est le côté plus de la même chose, exécution. Il y a des moments où il doit dire et il y a des moments où il a le droit de ne pas savoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Et en faisant ça, on touche à son niveau identité. Parce que pour la plupart, si je ne suis plus un sachant contrôlant, je perds mon job
Et je perds plus que mon job, je perds mon identité quand ça fait 20 ans que je le fais. Et donc, il faut que je développe éventuellement des valeurs ou des skills pour pouvoir le faire. Ici, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Dans la plupart des boîtes, c'est tout ce qui n'est pas autorisé est permis. Je dois demander à mon chef une autorisation pour changer quoi que ce soit. Donc, c'est idiot. Il n'y a pas une qui est plus vraie que l'autre, mais c'est selon le contexte. Mais le fait de les mettre sur une carte, une à côté de l'autre, et en position, on va bien voir, et à ce moment-là, on va voir dans quel domaine on soit. On visualise les croyances, et à ce moment-là, les croyances ne sont plus des croyances, des vérités, c'est juste des croyances. C'est-à-dire qu'on voit que, et puis il y aura peut-être une troisième ou une quatrième ou une cinquième qui arrive. Par exemple, vous pouvez donner des exemples de croyances là, vous parlez que vous mettez en place à chaque fois. Oui, ben, je venais de dire, généralement, on fait comme on a toujours fait ici. D'accord, ça c'en est une. Ça c'en est une, parce que je travaille dans l'administration depuis 20 ans. Ça veut dire que si je dois changer quoi que ce soit et que j'ai un problème, je vais voir mon chef. C'est le chef qui décide. Qui va voir son chef, qui va voir son chef, qui va voir son chef. Parce que personne ne décide. Alors que si tout d'un coup ils disent attends, moi je dois imprimer sur les imprimantes, elles sont au bout du couloir, les personnes d'autres que ça gêne, je peux simplement aller sur roulette, je la ramène ici. Ça gêne qui? C'est pas interdit, non? Alors c'est autorisé. Hop, on est passé du ce qui n'est pas autorisé est interdit à ce qui n'est pas interdit est autorisé. Alors ça a l'air compliqué dans les mots, mais en pratique, en fait, on vient de réintroduire une zone de liberté. Si ça tue personne, je peux le faire. Doum, et on vient de basculer dans l'émergence. La plupart des gens, c'est possible que vous ne saviez même pas que si je vous demande te sens-tu libre? Ok? Donc quand quelque chose est pas, quand tu fais quelque chose, c'est parce que quelqu'un t'en a donné l'ordre ou parce que tu penses que tu es libre de le faire? Je pense que je suis libre de le faire. Est-ce que dans une boîte où tout le monde fait un truc, ce truc, tu fais exactement pas ce qu'ils font, tu vas le faire pareil? Ça va dépendre. Ça dépend. Voilà. Et ben, en fait, tu es en train d'osciller entre les deux. Il y a des choses que quand c'est que toi qui décides, c'est OK. Mais tu sais bien qu'implicitement, quand il y a un comportement de groupe, tu risques de te dire attends, moi je pense que c'est ça qu'il y a le truc à faire, mais si je le fais, ils l'ont jamais fait, ça va être bizarre. Alors quand tu es externe, à la limite, quand tu es presta, c'est autre chose. Mais en fait, typiquement, les gens ils vont se mettre en groupe là-dessus. Est-ce que tu vois ce dont je parle là comme exemple? En fait, ici, il y a une croyance implicite et elle n'était même pas vue. On ne fait que ce qui est autorisé. Donc je vais demander à mon chef l'autorisation de faire tout. Chef, bien sûr, cool, je dois demander d'autorisation. Puis après, le système dévie là-dessus. C'est-à-dire, si j'ai pas envie de prendre mes responsabilités, je demande le chef, voire même 2 minutes ou 10 minutes. Ah ben moi, je dis 12h50 là. Voilà. Donc tu vois, je ne crois pas ces croyances. Donc voilà. Et donc je vais faire. Donc en fait, pour faire grosso modo, un exemple de comment on contrôle, merci. Donc en fait, tu as une hiérarchie qui pilote des rôles. Donc le rôle, tu es censé faire ce qu'on te dit, te conformer à ton rôle, et pas faire le rôle de ton voisin. Et puis, la hiérarchie donne des ordres et contrôle que le job est fait. Mais quand on veut se soutenir, ça suppose qu'on se fait confiance, on est à ce moment en équivalence. Je sais que toi, tu connais des choses qui sont spécifiques à toi, qui m'intéressent. Je vais venir te demander si tu peux me soutenir, me donner un coup de main. Pas faire mon job, me dire ce que tu sais, ou m'aider. À ce moment-là, on va développer, je te fais confiance et on va développer du respect. Ok? Ça c'est bien, ça c'est bien. Maintenant, tu es chef. Et je te demande, est-ce que tu dois contrôler quelqu'un et en même temps lui faire confiance et le respecter? Comment vous vous sentez? Confiance, c'est pas. Ouais. Et vous vous sentez bien? Votre tête, je veux dire votre tête. Votre tête, en fait, ce qui se passe, c'est que typiquement, ça, c'est une tension. C'est pas une opposition, c'est vous voulez aller là et vous voulez aller là en même temps. Va à droite, va à gauche. Voilà. Je vous dis les deux côtés à la fois. C'est pas possible. En fait, on se retrouve avec une tension. La tension, ça veut dire que. Après, on s'est même amusé à regarder au niveau neurosciences, ça match. C'est-à-dire que l'oxytocine qui monte, elle descend. Ah ouais. 12 secondes. Là, c'est bien imité. Et je crois que c'est les Allemands qui attaquaient, mais c'est pas le même. Donc voilà. Et donc, il y a un certain nombre de tensions qui fait qu'on ne peut pas être dans les deux côtés à la fois. Et donc, il faut les voir pour pouvoir les séparer. Il y a un moment où il faut agir, il y a un moment où il faut penser ou réfléchir ensemble, puis il y a des moments où c'est ambigu. Parce qu'il y a des moments où je sais, et donc je peux être prédictif et planifier, et je m'attends à des résultats, et puis il y a des moments où je ne suis pas sûr de savoir,
Et là, il vaut mieux que j'expérimente, faire des itérations. Parce que là, mes erreurs sont en apprentissage, mais pas en prod, s'il vous plaît. Alors là, ça ne veut pas dire que c'est merveilleux, parce que là, je peux déconner avec le perfectionnisme et le laxisme jamais livré. Et puis ici, je peux dire tout de suite maintenant. Donc les deux cas sont un problème, mais il faut juste savoir où on se positionne. Tout à l'heure, je mentionnais rapidement le coup du polarity management. Vous ne pouvez pas faire un truc et son contraire. Parce que toute chose a un avantage et un inconvénient. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a trois types de problèmes. Cette théorie de la complexité, je vais la faire courte. Il y a ceux qui se résolvent avec une solution, ceux qui se résolvent avec plusieurs solutions en parallèle et qui n'influencent pas, et ceux qui sont interliés. Ça, c'est la complexité. Ce qui est juste con, c'est qu'à l'école, on nous apprend 95% de cela, 5% de cela, et on nous mentionne les troisièmes. Dans la vraie vie, il y a de cela. C'est-à-dire, exemple, l'exécution ou l'innovation. L'avantage de l'exécution, c'est que c'est stable. L'inconvénient, c'est que c'est rigide, et ça stagne. L'innovation, c'est génial pour découvrir, mais en soi, c'est le chaos. Mais toute chose, il y a un avantage et un inconvénient. Donc, ça ne sert à rien de vouloir choisir l'un sans l'autre, et ça ne sert à rien de vouloir les avantages sans les inconvénients. La stratégie, donc, il y aura de toute façon une oscillation entre les deux, et la stratégie de maximisation, ça consiste à faire le papillon, c'est-à-dire être le plus longtemps possible là-dedans, quand on bascule le moins longtemps possible là-dedans, etc. Bon, il y a une théorie de management là-dessus. Ok, sur l'optimisation. Et donc, vous verrez les polarity management. Mais la plupart des théories complexes s'activent avec ça, et la plupart des trucs simplistes ne tiennent pas compte de ça, et on essaie d'avoir un truc et pas son contraire. C'est pas possible. La vraie vie, elle fonctionne comme ça. Vous pouvez en mettre plein des exemples, hein, tout ça. Et l'agile, c'est ça. Il y a un moment où on exécute et un moment où on conçoit. Et on réfléchit ensemble. Mais soit, si on boucle là comme un fada, on réfléchit tout le temps, on ne produit rien. Et l'autre, c'est la course à la prod où on fait que des conneries qui ne servent à rien. Il faut être capable d'apprendre et de faire. Et pourquoi je disais au départ c'est de l'avoir et pas de l'être? Parce que si vous regardez ce qu'on a vu tout à l'heure, on avait les outils, les pratiques, les principes. Vous remarquez, c'est les trois premiers niveaux de deals, c'est-à-dire l'action, enfin, l'action et les capacités, merci. Et là, vous avez les valeurs, les présences valeurs, et là, le côté mission. Ça, c'est du faire. Et la plupart des boîtes, elles se posent, si vous voulez leur vendre une solution, vous allez leur dire comment faire. Comment? C'est du faire. Manque de bol, ce qu'on doit changer, c'est là. Parce que c'est une transformation que vous voulez faire agile. C'est pas plus de faire, plus vite, c'est ça. C'est du pourquoi. Voilou, 1255. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Ça c'était l'axe, la coordination de ce côté-là, la réflexion est là, et vous avez ce facilement qu'on a vu tout à l'heure entre la décision, est-ce que je suis dans le cadre ou en train de changer le cadre? Et ça c'est tout le problème parce que la frontière elle n'est pas super tranchée. Une fois que vous avez que ces deux types de décisions, typiquement vous venez de basculer dans le complexe. Et donc il faut changer les méthodes de décision. Bon, c'est un peu théorique pour maintenant. Mais typiquement pourquoi? Parce qu'on veut faire beaucoup de prod. Et puis après on l'optimise, on l'améliore. Là on vient commencer à changer un petit peu. Et puis l'innov, c'est on change beaucoup, voire même on crée. Et on s'imagine que ça et ça, on va pouvoir appliquer les mêmes recettes que là-dessus. Et ça c'est la cata. Et par exemple, c'était le coup des cartes dont je vous disais tout à l'heure, dont j'avais résumé quelques valeurs, quelques trucs qui permettaient de s'opposer, mais ça permettait surtout aux gens, visuellement, de dire où est-ce qu'ils se sentaient dedans. Et voilà. Alors ce que je vous invite, si vous voulez bien maintenant, si vous voulez, vous pouvez en prendre là. J'en ai une pile, et ce que j'aimerais bien, c'est que vous me donniez votre avis. Bon, on va se le faire en chiffouille déjà. Sur ceci. Qui est content d'être venu? 1, 3, 5. Ok. Alors, que les moins que 3 lèvent la main. Voilà, les moins que 3 gardent la main en haut. Il y avait un 1, madame. Non? Vous aviez un 1? Ah, ok. Merci. Vous pouvez me dire pourquoi? C'est pas... Parce que en fait, j'étais venue avec une question. Oui. Et j'ai pas trouvé la réponse à ma Rappelez-moi la question. Je ne l'avais pas énoncée. D'accord. Ok. Voilà. Non, et ce serait... Je cherchais à... En fait, moi, je cherche les arguments, je cherche à expliquer le pourquoi ou pour qui on voudrait agiliser en haut. C'était pas l'objet de ça. Voilà. Ouais, d'accord. Très bien. Merci, ça me rassure. Vous avez appris quelque chose. Des prises de conscience, des compétences, des comportements. Des prises de conscience, levez la main. Ceux qui n'ont pas... Ok. Des compétences. Avez-vous appris des compétences? Personne n'a compris. Okay. Des comportements, vous pouvez en déduire des comportements de ça?
Ou est-ce que vous pouvez voir des tensions dans ton comportement? Merci. Est-ce que ceci vous sera utile? Merci. Si vous aimez améliorer quelque chose, vous feriez quoi? Vous vouliez améliorer quelque chose à la presse, au passage, vous feriez quoi? Sur la gestion du temps, la fin était rapide, oui. Alors que c'est le côté aussi opérationnel pour nous. D'accord. Ça allait plus vite que ce que j'arrivais à... C'est sûr. Très bien, merci. D'autres? Time management. Bien sûr, merci. Potentiellement, il faut une introduction au management 3.0 qui est une sorte de réponse aussi. Absolument. Ou la louche. Ah oui, tu as le slideware derrière. Voilà. Alors, je n'ai pas mis le management 3.0, mais c'est vrai aussi. Je pense qu'on a assez parlé de l'identité. La carte d'identité, c'est la première résistance. D'accord. Enfin, Entièrement d'accord. J'ai tout un truc qui vient après, mais là, je vais couper. Le manager, il va se sentir touché. Et si on prend, c'est ce que j'ai dit, si on ne change pas l'identité, on ne lui propose pas une voie de sortie au manager, il va résister comme un fanat. Ça fait partie du problème. Et même au niveau de la voie. Entièrement d'accord. Quoi d'autres points? Aussi, je ne sais pas si c'était l'objet, mais sur une très grande entreprise, oui. On cherche comment amener la science pro. Oui. Et il y a beaucoup de managers, mais qui sont dans la résistance parce qu'il y a leur job qui va être mis en cause, etc. Où là, je ne peux pas toutes les réponses. D'accord. Je peux parler, j'en parlerai là-dessus. Ouais. J'ai des idées en tête. Oui. Je peux proposer quelque chose? Oui. Si tu peux donner les noms de ton meet-up, si quelqu'un oui, c'est continuer. Oui, c'est juste. Merci de me faire dire ça. En fait, au départ, ce modèle-là, ça aussi, au départ de notre boîte, on a fait une co-élaboration, et donc il y a des gens en bas, et vous pouvez venir à ce meet-up qui est là. Et on en discute. Enfin, pour l'instant, je l'ai désactivé, mais si vous voulez venir, c'est le but, c'est de partager autour de ça. De continuer à discuter, etc. Merci. Et ce modèle-là et les cartes, ils se trouvent là. Ok. Les slides sont déjà là. Alors, oui, attends, je l'ai mis sur le premier slide. Tout est déjà en ligne. Attends, comment je navigue là? Ouais, c'est ça. Top. J'aurais dû mettre le premier slide aussi derrière. Voilà. Top, top. Non, mais... Voilà. Tiens. Ok. Voilà. Avec Slideware, je vais mettre la vidéo dessus. Et puis, puis ça, c'est ce que vous voulez qu'on se pose. C'est centré management. Tu as évoqué les RH. Oui, oui. Mais tu les as évoqués. Et je vois mal comment on pourrait simplement les évoquer sans les faire participer. Entièrement d'accord. Et là, je suis un peu embêté. Oui, voilà. Alors je vous propose, Dov vous propose de vous libérer. Je vous libère et tous ceux qui veulent rester restent. Ça, c'est une injonction paradoxale. Et n'oublie pas d'utiliser votre sourire.